La route était silencieuse, brûlée par le soleil de l'après-midi, lorsqu'une femme, courbée sous le poids du bois de chauffage, fit un pas de plus, tremblant. La poussière collait à sa peau. 2 petites filles la suivaient derrière. Leurs petits pieds nus, leurs regards bien trop mûrs pour leur âge. Puis une voiture de luxe noire s'arrêta. Le moteur se tut. À l'intérieur du véhicule, un homme puissant retint son souffle, sentant ses mains trembler tandis que son regard se figeait sur la femme qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. Et sur les jumelles qui lui ressemblaient trait pour trait. Le temps s'arrêta. Et dans ce battement de cœur unique, un passé enfoui commença à hurler. Avant que l'histoire ne commence, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous croyez que les histoires peuvent changer les cœurs, n'oubliez pas de vous abonner. Nana Ajamin n'était pas retournée dans sa ville natale depuis près de 10 ans. Alors que le SUV de luxe noir roulait doucement sur la large autoroute menant vers la campagne, Nana était assis à l'arrière, le dos droit, le visage calme et impénétrable. Derrière la vitre teintée, la ville d'Accra disparaissait lentement. Les tours de verre, les panneaux publicitaires et la circulation laissaient place aux terres ouvertes, à la terre rouge et aux villages éparpillés. Cette terre avait autrefois été tout son monde. Puis il en avait conquis un autre. À 40 ans, Nana Ajamin était l'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Ses entreprises de logistique et d'énergie opéraient au-delà des frontières, transportant pétrole, gaz et marchandises entre les ports et les régions enclavées. Son nom avait du poids dans les salles de conseil, les ministères et les conférences internationales. Les hommes se levaient lorsqu'il entrait dans une pièce, les affaires se pliaient à sa volonté. Il avait tout bâti à partir de rien. C'était l'histoire qu'il aimait raconter. À ses côtés dans la voiture se trouvait Vanessa Brown, sa fiancée. Élégante, les jambes parfaitement croisées, ses lunettes de soleil de créateur reposant délicatement sur son nez, sa peau intacte, jamais touchée par la poussière ou la dureté de la vie. Ses doigts faisaient défiler distraitement son téléphone, comme si le monde extérieur ne la concernait pas. « Alors, c'est ici que tu as grandi ?» demanda Vanessa, d'un ton curieux mais distant, comme si elle observait une pièce de musée plutôt qu'un lieu vivant. « Oui », répondit Nana simplement. Elle regarda par la fenêtre, remarquant les maisons modestes, les femmes portant des charges sur la tête, les enfants jouant pieds nus au bord de la route. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas de l'admiration, mais de l'incrédulité. « C'est très rural, dit-elle. Nana ne répondit pas. En lui, quelque chose bougea. Pas exactement de la douleur, plutôt une tension qu'il avait appris à ignorer. Il avait décidé d'amener Vanessa ici pour une seule raison, la fermeture. Il voulait que les anciens de sa famille voient la femme qu'il comptait épouser. Il voulait leur prouver, et se prouver à lui-même, qu'il avait complètement tourné la page. La vie qu'il avait menée autrefois, la femme qu'il avait aimée, et la pauvreté qui avait presque brisé son existence. Alice faisait partie de ce passé. Et dans l'esprit de Nana, ce chapitre était clos. Des années plus tôt, il avait quitté cette terre avec la colère brûlant dans sa poitrine et l'ambition guidant ses pas. Il se souvenait de l'humiliation d'être pauvre, d'être l'homme incapable de subvenir aux besoins des siens, de dépendre des autres pour survivre. Il se souvenait de la honte qui le suivait comme une ombre. Il s'était juré de ne plus jamais se sentir petit. La voiture ralentit à l'approche de l'entrée du village. Le chauffeur de Nana, un homme discret qui travaillait pour lui depuis des années, le regarda dans le rétroviseur. « Monsieur, dois-je prendre la route la plus longue ou passer par le centre du village ?» demanda-t-il. « Le centre du village » répondit Nana sans hésiter. Vanessa haussa un sourcil. « Tu es sûr ?»« Oui. » Il ne savait pas vraiment pourquoi il voulait traverser le cœur du village. Peut-être par fierté. Peut-être par curiosité. Ou peut-être qu'une partie de lui voulait regarder son passé en face une dernière fois et confirmer qu'il s'en était réellement élevé. À mesure que la voiture avançait, les têtes se tournaient. Les gens remarquèrent immédiatement le véhicule. Un SUV noir comme celui-là n'avait pas sa place ici. Les enfants cessèrent de jouer. Les femmes interrompirent leur conversation. Les hommes se redressèrent et suivirent la voiture d'un regard prudent. Les murmures se répandirent rapidement. Cette voiture, qui est-ce? Ce serait le fils de Nana Mensah? Non. Nana. Nana. Nana le ressentit. La reconnaissance, l'admiration, le respect silencieux.
Cela nourrissait son ego tout en réveillant quelque chose de profondément inconfortable en lui. Vanessa se pencha vers la vitre, soudain plus intéressée. On dirait qu'ils te connaissent. Ils se souviennent, répondit Nana. Ça doit faire du bien, dit-elle avec un petit rire. Revenir comme ça. Nana ne répondit rien, mais ces mots résonnèrent dans son esprit. Oui, ça faisait du bien. Il se souvenait d'avoir quitté ce village jeune homme, avec pour seule richesse une valise usée et un désir brûlant de fuir. Il s'était promis que s'il revenait un jour, ce serait en homme intouchable. Et maintenant, il l'était. Ce qu'il n'avait pas prévu, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'était que ce retour allait ébranler les fondations même de la vie qu'il avait construite. La voiture passa devant l'ancienne place du marché. Nana jeta un bref regard, reconnaissant l'endroit où il restait debout pendant des heures, espérant que quelqu'un achèterait les rares marchandises qu'il essayait de vendre. Il détourna rapidement les yeux. Cet homme n'existait plus, du moins le croyait-il. Vanessa ajusta son siège. « Tu ne m'as jamais vraiment parlé de ton ex-femme », dit-elle d'un ton détaché, comme s'il s'agissait d'une ancienne partenaire d'affaires. La mâchoire de Nana se crispa imperceptiblement. « Il n'y a rien à dire », répondit-il. « C'est du passé. » Elle esquissa un sourire. « Quand même, on ne passe pas de rien à tout ça sans cicatrice. » Nana expira lentement. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Ce qu'il ne dit pas, c'était à quel point ses choix l'avaient autrefois blessé. Comment la trahison, réelle ou imaginée, avait endurci son cœur. Comment partir avait semblé être la seule façon de survivre. Dans sa version de l'histoire, Alice avait été infidèle, déloyale, une femme qui n'avait pas cru en ses rêves lorsqu'il en avait le plus besoin. Dans cette version, l'abandon était justifié. Vanessa hocha la tête, satisfaite. « Eh bien, je suis contente que tu sois passée à autre chose, » dit-elle en glissant sa main dans la sienne. « Tu mérites mieux maintenant. » Nana serra légèrement sa main, mais son regard retourna vers la route. Le village se resserrait devant eux. La voiture ralentit encore tandis que les piétons traversaient librement, sans se soucier du code de la route. L'odeur du bois brûlé et du manioc cuit emplissait l'air. Puis cela arriva. Un peu plus loin, sur le bord de la route, Nana aperçut une silhouette familière. Une femme penchée en avant sous le poids d'un lourd fagot de bois attaché dans son dos. Ses vêtements étaient délavés, ses pas lents mais déterminés. Et derrière elle, deux petites filles. Elles marchaient très proches l'une de l'autre, imitant les mouvements de l'autre. Leurs bras maigres se balançaient au même rythme. Leur tête était légèrement baissée, leur visage sérieux d'une manière qui serra la poitrine de Nana sans avertissement. Quelque chose chez elle le frappa instantanément. La voiture s'arrêta. Le chauffeur freina, surpris par l'inspiration brusque de Nana. « Nana ?» demanda Vanessa. « Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ?» Mais Nana ne pouvait pas répondre. Son regard était fixé sur la femme, qui levait maintenant la tête, sentant la présence de la voiture. Et à cet instant, avant que la reconnaissance ne se forme pleinement, avant que le souvenir ne devienne douleur, quelque chose d'ancien et d'incontrôlable s'éveilla en lui. Le passé qu'il croyait enterré venait de s'engager sur la route. Alice aimant se réveillait chaque jour avant le lever du soleil. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la vie l'exigeait. Bien avant que le village ne s'anime, elle se levait de la natte fine posée au sol, le dos déjà endolori par le travail de la veille. La petite pièce qu'elle partageait avec ses filles était silencieuse, à l'exception du souffle régulier de leur respiration. Dans la pénombre, Alice resta immobile un instant, observant Hila et Miam dormir, leur corps blottis l'un contre l'autre comme s'ils craignaient que le monde ne les sépare s'ils s'éloignaient trop. Elle tendit la main et passa doucement ses doigts dans leurs cheveux. « Juste encore un peu », murmura-t-elle, même si elle ne pouvait pas l'entendre. Dehors, le coq chanta. Le matin était arrivé. Alice se leva, noua son foulard délavé autour de sa tête, et sortit. L'air était frais, mais elle savait que la chaleur arriverait bientôt, lourde et impitoyable. Elle se lava le visage au point d'eau et enfila la même robe usée qu'elle avait rapiécée tant de fois qu'elle en avait perdu le compte, puis se prépara pour une nouvelle journée de survie. C'était désormais sa vie. Elle ne s'en plaignait pas. Se plaindre ne mettait pas de nourriture sur la table. Après avoir réveillé les filles, Alice leur donna à chacune un petit morceau de manioc resté de la veille. Elles mangèrent en silence, habituées au manque. Aucune ne demanda davantage. C'est cela, plus que tout,
qui brisaient le cœur d'Alice. Ila termina la première et leva les yeux vers sa mère. « Maman, est-ce qu'on vient avec toi aujourd'hui ?» Alice hésita. Elle détestait les emmener avec elle lorsqu'elle allait ramasser du bois de chauffage. Le trajet était long, les charges lourdes et la route impitoyable. Mais les laisser seuls n'était pas une option. Il n'y avait personne d'autre. « Oui, » dit Alice doucement. « On ira ensemble. » Miam esquissa un léger sourire, attrapant déjà ses petites sandales. Ila se leva et aida sa sœur comme elle le faisait toujours. Silencieuse, protectrice, sérieuse bien au-delà de son âge. Alors qu'elle marchait plus tard dans la matinée vers la lisière de la forêt, les pensées d'Alice dérivèrent vers un passé qu'elle s'autorisait rarement à revisiter. Il y avait eu un temps où elle ne se réveillait pas avec la faim, où ses mains n'étaient ni crevassées ni marquées de cicatrices, où le rire venait facilement. Il y avait eu un temps où elle était l'épouse de quelqu'un. Nana. Même maintenant, ce nom lui semblait dangereux, comme effleurer une blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. Elle se souvenait de l'homme qu'il était avant que l'ambition ne l'endurcisse, avant que l'orgueil et la peur ne dressent des murs entre eux. Il était brillant, agité, rempli de rêves trop grands pour le petit village qui les entourait. Alice avait cru en lui de tout son être. Elle avait vendu le peu qu'elle possédait, accepté de petits travaux, enduré les ragots et les jugements, tout cela pour que Nana puisse poursuivre l'avenir dont il parlait avec tant de passion. Et puis, un jour, tout s'était effondré. Elle se souvenait des accusations, des cris, du regard qu'il avait posé sur elle lorsqu'il avait décidé qu'elle ne méritait plus d'être écoutée, de la façon dont il lui avait tourné le dos au moment où elle avait le plus besoin de lui. Alice pinça les lèvres pour se ressaisir tandis qu'elles atteignaient la forêt. Elle n'avait jamais parlé de leur père à ses filles, non parce qu'elle voulait l'effacer, mais parce qu'elle refusait d'empoisonner leur cœur avec de l'amertume. Quand elle demandait rarement, prudemment elle se contentait de dire « Votre père n'est pas avec nous ». C'était la vérité. Elle se pencha pour ramasser des branches tombées au sol, les liant avec des gestes experts. Ila et Miam aidèrent autant qu'elles le pouvaient, ramassant de plus petits morceaux de bois, leurs visages concentrés et déterminés. « Maman, dit doucement Miam, pourquoi les autres enfants ne portent pas du bois comme ça ?» Alice s'arrêta un instant. « Parce que chacun a un chemin différent, » répondit-elle. « Ceci est le nôtre. » Ila fronça les sourcils. « Est-ce qu'on devra toujours faire ça ?» Alice croisa le regard de sa fille et sourit, même si sa poitrine se serrait. « Non, » dit-elle fermement. « Vous irez à l'école. Vous apprendrez. Vos mains ne seront pas toujours fatiguées comme les miennes. » Ila hocha la tête, faisant une confiance totale à sa mère. À midi, le fagot était prêt. Alice l'attacha sur son dos, ressentant la brûlure familière lorsque le poids se posa. Elle se redressa lentement, ignorant la douleur, et entama le chemin du retour vers la route du village. Ila et Miam la suivirent de près, leurs pas parfaitement synchronisés. En chemin, des villageois les croisèrent. Certains avec pitié, d'autres avec un respect silencieux. Alice répondit à tous par le même hochement de tête calme. Elle avait appris que la dignité ne venait pas de ce que l'on possédait, mais de la manière dont on se tenait quand on n'avait rien. Elle ne vit le SUV noir de luxe qu'au moment où il ralentissait déjà à sa hauteur. Le bruit du moteur était différent de celui des motos et des camions qui passaient habituellement. Plus doux, plus lourd, déplacé. Le cœur d'Alice fit un bond, non par reconnaissance, mais par instinct. Quelque chose dans cet instant sonnait faux. Elle ralentit le pas. Ila le remarqua la première. « Maman » murmura-t-elle. « La voiture » Alice leva la tête. Et elle le vit. D'abord, son esprit refusa d'accepter ce que ses yeux lui montraient. L'homme qui sortait de la voiture était grand, bien habillé, sa présence imposant l'attention sans effort. Les traits de son visage étaient plus marqués, plus mûrs, mais indéniables. Le monde bascula. Ses doigts se crispèrent autour de la corde qui maintenait le bois, ses jointures blanchissant. Son souffle se coupa. Et pendant une fraction de seconde terrifiante, Alice se sentit de nouveau âgée de 19 ans. Jeune, pleine d'espoir, debout face à un homme qui lui avait autrefois promis le monde. Nana aimant. Le temps ne s'arrêta pas. Il s'écrasa. Alice resta figée. Le poids sur son dos devint soudain insupportable. Son esprit fut envahi par des souvenirs qu'elle avait enfermés pendant des années. Les nuits passées à pleurer jusqu'à l'épuisement, les journées à se demander si elle survivrait,
l'instant où elle comprit qu'elle portait des jumelles sans personne avec qui partager la nouvelle. Derrière Nana, elle remarqua la femme qui sortait à son tour de la voiture. Élégante, sûre d'elle, belle d'une façon qu'Alice n'avait plus l'énergie d'être. Alors c'était elle. Alice baissa instinctivement le regard, la honte remontant dans sa gorge comme de la bile. Elle ajusta la sangle sur ses épaules, faisant semblant que ce n'était qu'un jour ordinaire, qu'un étranger de plus sur la route. Mais elle sentait le regard de Nana posé sur elle. Elle le sentait sur les filles. Hila se rapprocha de sa mère, percevant l'attention. Miam fit de même, leurs petites mains agrippant les bords de la robe d'Alice. Alice avala difficilement sa salive. Elle avait imaginé ce moment autrefois, quand elle était plus jeune et assez naïve pour espérer. Dans cette version, Nana revenait plein de remords, prêt à assumer ses responsabilités, prêt à réparer ce qu'il avait brisé. Mais la réalité était plus froide. Il se tenait devant elle riche et puissant, tandis qu'elle se tenait là, chargée de bois, la poussière sur la peau et la pauvreté inscrite dans chaque ligne de sa vie. Et pourtant, Alice sentit quelque chose de dangereux s'éveiller dans sa poitrine. Pas de l'amour. Pas de la colère. De la peur. La peur de ce que cette rencontre pourrait réveiller. La peur de ce qu'elle pourrait coûter à ses filles. La peur que la vie fragile qu'elle avait construite par pure volonté soit sur le point d'être détruite par l'homme qui était parti sans jamais se retourner. Elle releva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, Alice sut que quoi qu'il arrive ensuite, plus rien ne serait jamais comme avant. Pendant un long moment, personne ne parla. La route du village, habituellement animée de voix et de mouvements, semblait retenir son souffle. Même le vent paraissait immobile, comme s'il attendait lui aussi de voir ce qui allait se produire entre l'homme aux chaussures impeccables et la femme courbée sous le poids du bois. Nana Agimon resta immobile, une main toujours posée sur la portière ouverte. Il était sorti sans réfléchir, poussé par une force qu'il ne reconnaissait pas. Maintenant qu'il faisait face à Alice, sa confiance, celle qui imposait le respect dans les conseils d'administration et devant les ministres, commençait à s'effriter. Elle était plus maigre qu'il ne s'en souvenait. Son visage, autrefois doux et plein, portait désormais les marques silencieuses de l'endurance. Des rides encadraient ses yeux, non pas dues à l'âge, mais à des années passées à plisser les paupières sous le soleil et à retenir les larmes. Sa robe était délavée, rapiécée au coude et à l'ourlet. Le foulard autour de sa tête était usé jusqu'à la trame. Et pourtant, elle était indéniablement Alice. La femme qu'il avait aimée. La femme qu'il avait abandonnée. Nana ouvrit la bouche, puis la referma. Sa gorge se serrait, comme si les mots restaient prisonniers derrière un mur invisible. Alice ne dit rien. Elle ne le salua pas. Elle ne l'accusa pas. Elle resta simplement là, maîtrisant sa respiration, se préparant à l'humiliation qui pourrait suivre. Derrière elle, Hila et Miam fixaient ouvertement l'étranger. Elle n'avait jamais vu d'homme habillé ainsi d'aussi près. Sa montre brillait au soleil. Ses chaussures étaient impeccables. Tout chez lui semblait irréel. Hila tira doucement sur la robe d'Alice. « Maman » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Qui est-il » Alice tressaillit. Nana entendit la question, et elle le frappa comme un coup en pleine poitrine. Son regard se posa sur les filles. Il les observa vraiment, pour la première fois. Elles étaient identiques. Pas seulement comme des jumelles ordinaires, mais d'une manière qui accéléra son pouls. La forme de leurs yeux, la légère inclinaison de leur nez, même cette façon sérieuse et observatrice de le regarder. Il avait déjà vu ce regard. Dans le miroir. Ses genoux faillirent céder. Vanessa s'éclaircit la gorge et s'avança, ses talons claquant sèchement sur la route de terre. Elle observait la scène avec une irritation grandissante, les bras croisés, les lèvres pincées en une fine ligne. « Eh bien, dit-elle froidement, brisant le silence, allons-nous rester ici longtemps ?» Le regard d'Alice se tourna vers elle pour la première fois. Le regard de Vanessa parcourut Alice de la tête aux pieds, s'attardant sur le bois de chauffage, la poussière, les enfants agrippés à ses flancs. Son expression ne se transforma pas en compassion, mais en quelque chose qui ressemblait davantage au mépris. Alors, poursuivit Vanessa, sa voix assez forte pour que les villageois alentour entendent. C'est donc elle. Nana se retourna brusquement. Vanessa. Elle leva une main. Tu ne m'as jamais dit qu'elle serait encore ici. Alice ressentit la morsure de ces mots, même si elle fit semblant de ne rien montrer.
Elle resserra sa prise sur la corde passée sur ses épaules et redressa le dos. La fierté était parfois le seul bouclier qui restait aux pauvres. « Je suis désolée, dit Alice doucement, sans regarder Vanessa, mais Nana. Si nous bloquons la route, nous allons nous déplacer. » Elle déplaça son poids, prête à s'écarter. « Non, dit Nana rapidement, le mot sortant plus fort qu'il ne l'avait voulu. « Attends. » Alice se figea. Il fit un pas vers elle, puis un autre, s'arrêtant à une distance prudente, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il s'approchait trop. « Alice, dit-il, son nom lourd sur sa langue. Elle croisa de nouveau son regard, l'expression fermée. Nana. Entendre son nom prononcé par elle réveilla en lui quelque chose de profondément douloureux. Les souvenirs affluèrent, les nuits tardives à partager des rêves, les promesses murmurées sous un toit qui fuyait. Vanessa laissa échapper un petit rire sans humour. C'est incroyable, marmonna-t-elle. On fait tout ce trajet et soudain on se retrouve au milieu d'un drame de village. Elle regarda maintenant Alice droit dans les yeux. Tu aurais au moins pu te nettoyer. Tu n'as donc aucune fierté? Les yeux d'Ila s'écarquillèrent. Les doigts de Miam s'enfoncèrent dans la robe de leur mère. Alice ne dit rien. Nana sentit la chaleur lui monter au visage. Ça suffit, dit-il sèchement. Vanessa le fixa, surprise. Pardon? J'ai dit ça suffit, répéta Nana, la voix basse mais ferme. Les villageois alentour faisaient semblant de ne pas écouter, mais chacun d'eux observait désormais attentivement. Vanessa ricana. Je ne fais qu'être honnête. Regarde-la, Nana. Regarde cette situation. C'est vraiment pour quelqu'un comme ça que tu veux qu'on s'arrête? Nana regarda, mais pas comme Vanessa s'y attendait. Il observa les mains d'Alice, calleuses, marquées. Il vit la corde entailler ses épaules. Il vit la façon dont les filles se tenaient devant elle, protectrices, leurs petits corps tendus. Et soudain, une vérité qu'il avait longtemps enfouie remonta à la surface. « C'est chez moi », dit Nana doucement. Vanessa cligna des yeux. « Quoi? Ce village? Ces gens? C'est d'ici que je viens. » Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma, visiblement contrariée. Alice se sentit mal à l'aise. Elle ne voulait pas être la cause d'un conflit. Elle voulait que cet instant passe. Elle voulait que Nana remonte dans sa voiture et disparaisse à nouveau de sa vie. S'il n'y a rien d'autre, dit-elle doucement, nous devrions y aller. Elle fit un pas en avant, mais Nana bougea instinctivement, lui barrant le passage. Attends, dit-il encore, la voix cette fois brisée. S'il te plaît. Alice s'arrêta, sa patience s'amenuisant. Pourquoi? Demanda-t-elle enfin, laissant filtrer une pointe d'amertume. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant, Nana? La question resta suspendue entre eux, brute, sans protection. Nana chercha une réponse et n'en trouva aucune qui puisse réparer les dégâts qu'il avait causés. Je ne sais pas, admit-il. Les yeux de Vanessa se rétrécirent. C'est ridicule, lança-t-elle sèchement. Nana, on s'en va. Elle se tourna vers la voiture. Avant que Nana ne puisse répondre, Mariam parla soudain. Pourquoi tu cries sur ma maman? Sa petite voix tremblait, mais elle était courageuse. Tout le monde se figea. Vanessa se retourna lentement, manifestement peu habituée à être interpellée de la sorte, encore moins par un enfant. Et toi, qui es-tu censé être? Demanda-t-elle froidement. Je m'appelle Mariam, répondit la fillette en relevant le menton. Et voici ma sœur, Ila. Ila serra la main de sa sœur et fixa Nana droit dans les yeux. Et toi? Dit-elle doucement. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Le souffle de Nana s'échappa brusquement. Il s'accroupit légèrement pour se mettre à leur hauteur, bien que ses jambes tremblent. Je suis désolé, dit-il, les mots lui paraissant étranges même à lui-même. Alice l'observait attentivement, le cœur battant. Elle s'était préparée pendant des années au rejet, à l'humiliation, mais pas à cette confusion, pas à ce regard sur le visage de Nana, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Une voix s'éleva sur le bord de la route. Alice. Elle se retourna et vit Mahamafua s'approcher, sa canne frappant le sol. La vieille femme s'arrêta net en apercevant Nana. Ses yeux s'écarquillèrent. Alors, dit lentement Mahamafua, tu es enfin revenu. Nana se redressa, son regard se posant sur l'aîné. Il la reconnut immédiatement. Le poids du passé s'abattit sur lui plus lourdement que jamais. Ce n'était plus une simple rencontre.
C'était un règlement de compte. L'air s'alourdit dès l'apparition de Mama Fua. Sa présence avait du poids dans le village, non parce qu'elle parlait fort ou imposait la peur, mais parce qu'elle avait trop vu pour se laisser tromper facilement. Elle s'appuya légèrement sur sa canne, ses yeux perçants passant de Nana à Alice, puis aux deux petites filles collées contre leur mère. Vanessa remarqua aussitôt le changement. « Qui est-ce » demanda-t-elle à Nana à voix basse, l'irritation perçant dans son ton. « Une ancienne du village » répondit Nana doucement. Mama Fua ne le salua pas. Elle ne sourit pas. Elle le fixa longuement, comme si elle mesurait les années écoulées et les blessures qu'elles avaient laissées. « Alors tu es revenu, dit-elle enfin, avec toutes tes voitures et tes beaux habits. » Nana hocha la tête, incapable de trouver des mots qui ne sonnent pas creux. « Ma mère, dit-elle en se tournant vers Alice. « Mon enfant. » Alice inclina respectueusement la tête. « Mon Dieu » lâcha Vanessa avec un souffle agacé. « Est-ce que tout le monde compte rester là à fixer toute la journée ? Certains d'entre nous ont des choses à faire. » Les yeux de la vieille femme se tournèrent brusquement vers Vanessa. Ils étaient calmes, mais perçants. « Et qui es-tu » demanda Mama Fua. Vanessa releva le menton. « Je suis la fiancée de Nana. » Un murmure parcourut les villageois rassemblés à distance prudente. Le mot fiancé avait du poids. Il expliquait la tension. Il accentuait le contraste. Mama Fua observa lentement Vanessa, de ses chaussures brillantes à ses ongles parfaitement manucurés. « Je vois, dit-elle. Alors tu devrais savoir qu'on ne parle pas sans respect sur la terre d'autrui. » Vanessa ricana. « Du respect pourquoi ? Porteur du bois ? Vivre comme ça ?» Alice reçut ces mots comme des pierres. Elle avait déjà enduré les murmures, les moqueries, la pitié. Mais les entendre prononcer aussi ouvertement, avec une telle cruauté, lui serra la poitrine. Pourtant, elle resta silencieuse, le visage calme, les yeux baissés. Hila, elle, ne resta pas silencieuse. « Arrête » dit soudain la petite fille. Tout le monde se tourna vers elle. Vanessa cligna des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que tu as dit » Hila s'avança et se plaça entièrement devant sa mère. Ses petites épaules étaient droites, ses mains serrées en poing le long de son corps. « Arrête de parler comme ça » répéta-t-elle. « Ma maman travaille dur. » Mariam la rejoignit, la voix plus douce mais tout aussi ferme. « Elle ne fait rien de mal. » Vanessa les regarda comme si elles étaient des insectes qui avaient osé parler. « Les enfants, dit-elle froidement. Cette conversation ne vous concerne pas. »« Si, » répliqua Hila. « Tu cries sur notre maman. » Un souffle choqué parcourut la foule. Quelque chose se tordit violemment dans la poitrine de Nana. Il avait passé des années dans des salles remplies d'hommes puissants, à négocier des contrats valant des millions, à affronter menaces et manipulations sans jamais vaciller. Mais cette petite fille, défendant sa mère avec pour seule arme son courage, le brisait. « Hila » dit Alice doucement en posant la main sur l'épaule de sa fille. « Ça va. » Mais Hila ne bougea pas. Elle ne se retourna pas. Nana fit un pas en avant, instinctivement. « Vanessa, dit-il, la voix tendue. Ça suffit. » Vanessa se tourna vers lui brusquement. « Tu es sérieux là ? Tu laisses des enfants me parler comme ça ? Elles protègent leur mère, » répondit Nana. « Et toi, tu lui manques de respect. » Vanessa laissa échapper un rire bref, incrédule. « Alors maintenant tu prends leur parti. »« Je te demande d'arrêter, » dit Nana. Pour la première fois depuis leur rencontre, Vanessa vit quelque chose dans le regard de Nana qui la troubla. Ce n'était pas de la colère. C'était plus profond. Plus dangereux. Elle croisa les bras. « Très bien, » dit-elle sèchement. « Si cette femme compte tant pour toi, peut-être devrais-tu expliquer pourquoi elle vit encore comme ça. » Alice tressaillit malgré elle. Le regard de Nana revint vers elle, s'attardant sur le bois, la maigreur de son corps, l'épuisement qu'elle s'efforçait de cacher. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait aucune réponse qui ne le condamne. Mama Fua claqua doucement la langue. « Certaines vies ne sont pas façonnées par la paresse, » dit-elle. Elles sont façonnées par l'abandon. Le mot tomba lourdement. Les yeux de Vanessa se plissèrent. C'est censé être une accusation. C'est un fait, répondit Mama Fua. Cette femme n'a pas choisi cette vie. Alice sentit sa gorge se nouer. Maman, s'il te plaît, dit-elle doucement. Ça va. Non, dit fermement la vieille femme.
Ça ne va pas. Elle se tourna de nouveau vers Nana. Tu l'as laissée, dit maman Afua. Tu l'as abandonnée quand elle avait le plus besoin de toi. Vanessa se raidit. Nana m'a tout raconté. Elle l'a trahi. Un souffle collectif parcourut les villageois. Alice ferma les yeux. Elle savait que ce moment arriverait un jour. Le mensonge, prononcé à voix haute, aiguisé, lancé contre elle comme une lame. Elle rouvrit lentement les yeux et regarda Nana, non pas avec colère, mais avec une tristesse calme et lasse. « C'est toujours ce que tu crois ?» demanda-t-elle. La bouche de Nana s'assécha. Il hésita. « C'est ce qu'on m'a dit. »« Dit par qui ?» exigea Mame Afua. « Par ceux qui voulaient te voir partir. Ceux qui ont tiré profit de votre séparation. » Vanessa haussa la voix. « C'est ridicule. On ne va pas rester au milieu d'une route de village à écouter des contes de fées. »« Alors vous devriez retourner dans votre voiture, » répondit calmement Mame Afua. Vanessa se tourna vers Nana. « Tu vas vraiment laisser ça continuer ?» Nana regarda de nouveau Alice. Pendant des années, il s'était accroché à sa version du passé parce qu'elle justifiait sa réussite, parce qu'elle faisait de lui la victime qui s'était relevée d'une trahison plutôt que l'homme qui avait fui ses responsabilités. Mais là, en la voyant ainsi, en voyant les enfants, quelque chose en lui se fissura. « Je ne connais pas toute la vérité, » dit-il doucement. « Mais je sais une chose. » Il fit un geste vers Alice et les fillettes. « Ça ne ressemble pas à une trahison. » Le visage de Vanessa s'empourpra. « Et alors? Tu te sens coupable maintenant? C'est ça ?» Nana ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit de nouveau, cette fois en se mettant volontairement à hauteur d'Hila et de Mariam. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. Hila hésita, puis répondit. « Hila. »« Et toi ?» ?»« Mariam, » dit-elle tout bas. Nana avala difficilement sa salive. « Vous allez à l'école ?» Hila secoua la tête. « Maman dit qu'on ira bientôt. »« Bientôt » répéta Nana, la voix lourde. Vanessa leva les bras au ciel. « Je n'arrive pas à y croire. Nana, tu m'humilies. » Nana se releva lentement. « Non, » dit-il. « Je m'humilie moi-même. » Il se tourna vers Alice. « Je ne savais pas, » dit-il. « Je te jure que je ne savais pas. » Les mains d'Alice tremblèrent légèrement sous le poids du bois de chauffage. « Ne pas savoir ne change pas ce qui s'est passé, » répondit-elle calmement. « J'ai appris à survivre sans toi. »« Je le vois, » dit Nana. « Et je n'ai pas besoin d'être sauvée, » ajouta Alice d'une voix ferme. « Maintenant, tout ce que je te demande, c'est de ne pas rendre ma vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. » Ces mots blessèrent plus profondément que n'importe quelle accusation. Vanessa recula vers la voiture. « J'en ai assez, » dit-elle sèchement. « Si tu choisis ce chaos, n'attends pas de moi que je reste ici à applaudir. » Elle ouvrit la portière. Nana ne la retint pas. Il se tourna une dernière fois vers Alice. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, » dit-il. « Je ne sais même pas encore ce que je suis venu faire, mais je ne partirai plus. » Alice l'observa longuement, cherchant la vérité sur son visage. « On verra, » dit-elle simplement. Elle ajusta la sangle sur ses épaules et se mit à marcher. Hila et Mariam la suivirent de près. Nana les regarda s'éloigner, le cœur battant, le poids des années pesant sur lui comme jamais auparavant. Derrière lui, la portière de la voiture claqua. Devant lui, le passé s'éloignait lentement, résolument, portant du bois de chauffage et deux vies fragiles qu'il ne pouvait plus ignorer. Cette nuit-là, Nana Agumène ne dormit pas. La chambre d'amis préparée pour lui dans la maison familiale était grande, bien éclairée, soigneusement nettoyée. Pourtant, elle lui semblait étouffante. Il resta allongé sur le lit, tout habillé, fixant le plafond, son esprit rejouant encore et encore la scène sur la route du village. Le regard d'Alice, le poids sur son dos, la façon dont Hila et Mariam se tenaient comme des boucliers devant elle. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les fillettes. Trop maigres, trop sérieuses, trop familières. Nana se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le village était calme. Des lanternes vacillaient au loin. Quelque part, un enfant rit doucement avant d'être rappelé à l'ordre par un adulte. La vie continuait, indifférente à la tempête qui faisait rage en lui. Il était revenu chez lui en croyant avoir déjà gagné. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Pendant des années,
Nana s'était raconté la même histoire chaque fois que le passé tentait de refaire surface. Alice l'avait trahi, elle l'avait humilié, elle avait brisé sa confiance au moment où il était le plus vulnérable. Cette histoire avait été son armure. Elle lui avait permis de partir sans culpabilité, de bâtir un empire sans se retourner. Mais une armure fissurée blesse celui qui la porte. Il se versa un verre d'eau et but lentement, les mains légèrement tremblantes. Il n'avait pas remarqué ce tremblement plus tôt. Maintenant, il remarquait tout. Dans son esprit, les souvenirs commencèrent à se réorganiser, non pas comme il les avait arrangés, mais tels qu'ils avaient réellement été. Il se rappela les nuits où Alice restait éveillée avec lui, l'écoutant parler sans fin d'idées de business auxquelles personne d'autre ne croyait. Il se souvint qu'elle avait vendu ses boucles d'oreilles, le seul héritage de sa mère, pour payer ses frais de dossier. Il se souvint de la façon dont elle le défendait quand les autres se moquaient de lui. Puis il se rappela le jour où tout avait basculé. Les rumeurs étaient arrivées soudainement, des murmures venant de personnes en qui il avait confiance. Quelqu'un lui avait dit qu'Alice voyait un autre homme. Quelqu'un d'autre avait affirmé qu'elle comptait le quitter une fois qu'il aurait réussi. À l'époque, Nana se noyait dans la frustration. Prêts refusés, projets échoués, dettes qui s'accumulaient. La peur l'avait rendu cruel. Il avait confronté Alice sans l'écouter. Il se souvenait de son choc, de ses larmes, de ses protestations, affirmant que tout cela était faux. Mais il était trop fier, trop en colère, trop désespéré pour protéger ce qu'il croyait être le peu de dignité qui lui restait. Alors il était parti. Nana posa sa paume contre la vitre, son reflet lui faisant face, un homme puissant aux yeux hantés. On frappa à la porte. Il se retourna brusquement. Entrez. Monsieur Wambotan entra et referma doucement la porte derrière lui. L'homme plus âgé servait la famille de Nana depuis des décennies. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait vu bien des cycles de joie et de regret. « Je pensais que vous seriez encore éveillé, » dit-il doucement. Nana hocha la tête. « Je n'arrive pas à dormir. » L'homme l'observa un instant. « Je vous ai vu aujourd'hui. » Nana soupira. « Alors vous avez tout vu. »« Oui, » répondit Monsieur Botan. Ils restèrent silencieux un moment avant que Nana ne reprenne. « Pourquoi personne ne me l'a dit ? Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle souffrait ainsi ?» Les yeux de l'homme s'adoucirent. « Vous êtes partie très en colère, Nana. Vous ne vouliez rien entendre qui ne corresponde pas à ce que vous croyez déjà. » Ces mots le blessèrent parce qu'ils étaient vrais. Nana serra la mâchoire. « Ces enfants, quel âge ont-elles ? » 6 ans, répondit Monsieur Botan. Presque 7. La pièce sembla soudain plus froide. Nana ferma les yeux. Les chiffres s'alignaient trop parfaitement pour être ignorés. Il l'avait su dès qu'il les avait vus. Le déni n'avait fait que retarder la douleur. « J'ai détruit sa vie, » murmura Nana. « Non, » dit doucement Monsieur Botan. « Vous l'avez abandonné. Il y a une différence, mais les deux ont des conséquences. » Nana se tourna vers lui, la voix chargée de désespoir. « A-t-elle été infidèle ?» Monsieur Botan n'hésita pas. « Non. » La certitude de son ton frappa Nana plus fort qu'un cri. « Alors pourquoi ?» Nana s'interrompit, avalant difficilement. « Pourquoi m'a-t-on dit le contraire ?»« Parce que les mensonges sont pratiques, » répondit Monsieur Botan, « et la vérité est souvent dérangeante pour ceux qui la craignent. » Nana s'effondra sur la chaise près du lit, toute sa force soudain envolée. Sa poitrine était oppressée, sa respiration courte. Elle était enceinte, dit-il d'une voix rauque. N'est-ce pas ? Oui, confirma Monsieur Botan. Elle a essayé de vous le dire. Nana se couvrit le visage de ses mains. Le poids de la réalité l'écrasait. Pas seulement la certitude que les filles étaient les siennes, mais le fait qu'Alice avait porté ce fardeau seule, qu'elle avait affronté la faim, le travail, l'accouchement et des années de difficultés sans l'homme qui aurait dû être à ses côtés. Quel genre d'homme fait ça ? Demanda Nana, la voix brisée. Monsieur Botan posa une main sur son épaule. Le genre d'homme qui a encore le temps de choisir qui il deviendra ensuite. Ces mots restèrent suspendus dans l'air longtemps après que l'homme âgé eut quitté la pièce. Lorsque Nana se retrouva de nouveau seul, il resta assis en silence pendant longtemps. Puis il se leva. Avant l'aube, Nana quitta la maison discrètement. Il ne dit à personne où il allait. Cette fois, il conduisit lui-même, refusant le chauffeur, ayant besoin d'être seul avec ses pensées.
La route qui menait vers le côté du village où vivait Alice lui sembla plus longue qu'auparavant. Lorsqu'il arriva, le soleil commençait à peine à se lever. Il gara la voiture à distance et descendit, observant de loin. Alice était déjà réveillée. Il la vit sortir de la petite maison. Ses gestes étaient prudents, maîtrisés par l'habitude. Hila et Mariam la suivirent peu après, se frottant les yeux encore pleins de sommeil. Nana observa Alice leur parler doucement, leur donner à manger, ajuster la robe de Mariam, essuyer la poussière sur la joue d'Hila. C'était le genre de scène qu'il avait imaginé dans une autre vie, la vie qu'il aurait dû avoir. Sa gorge se serra. Alors qu'Alice se préparait à partir avec les filles, Nana s'avança. Elle se figea en le voyant de nouveau. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Alice doucement. « Je sais, » répondit Nana. « Mais j'avais besoin de te voir. » Elle le regarda avec lassitude. « Pourquoi ? » « Parce que je ne pouvais pas dormir en sachant que je pourrais encore m'en aller, » dit-il honnêtement. « Et je ne le ferai pas. » L'expression d'Alice ne s'adoucit pas. Les promesses sont faciles le matin. « Je ne fais pas de promesses, » répondit Nana. « Je demande du temps pour comprendre, pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Elle le regarda longuement, puis baissa les yeux vers ses filles. « Quoi que ce soit, » dit Alice, « ça ne doit pas leur faire de mal. » Nana hocha immédiatement la tête. « Jamais. » C'était le plus petit désaccord. Fragile, incertain, mais c'était le premier pas que Nana aimant faisait depuis des années pour affronter la vérité. À la 3e nuit passée au village, Nana aimant comprit quelque chose qu'il n'avait jamais appris dans les salles de conseil ou les jets privés. Le silence pouvait être plus assourdissant que le bruit. La maison s'endormit tôt. Même Vanessa s'était retirée dans sa chambre sans un mot, sa colère flottant dans l'air comme de la fumée. Nana resta assis dans la cour longtemps après que les lanternes furent éteintes, écoutant les insectes nocturnes et les aboiements lointains des chiens. Chaque son semblait lui poser la même question. Que vas-tu faire maintenant? Il s'adossa à la chaise en bois, les yeux fixés sur les étoiles. En ville, le ciel n'était jamais aussi clair. Ici, les constellations étaient nettes, impitoyables. Elle lui rappelait les nuits d'autrefois où lui et Alice s'asseyaient dehors à compter les étoiles, à parler d'un avenir qui semblait infini, un avenir qu'il avait brisé. Le sommeil ne vint que par fragments. Quand Nana finit par fermer les yeux, il vit le regard déterminé d'Hila, la voix tremblante de Mariam, le refus calme d'Alice de supplier. Chaque image blessait plus profondément que la précédente. À l'aube, Nana se leva et s'habilla en silence. Il ne porta pas de costume ce jour-là. Il choisit un pantalon simple et une chemise sobre, quelque chose de plus proche de ce qu'il aurait porté avant que la richesse ne l'isole du monde. Il avait besoin de se sentir réel à nouveau. Il traversa le village pendant que le matin s'éveillait. Les femmes balayaient leur cour. Les enfants se poursuivaient en riant, un rire qui lui serrait la poitrine. Les hommes se rassemblaient près du marché, parlant de politique et de prix. La vie avançait, indifférente à son effondrement intérieur. La maison d'Alice se trouvait à la lisière du village, petite, modeste, propre malgré son âge. Nana s'arrêta à quelques pas. Il ne voulait pas entrer de force. Il ne voulait pas attirer l'attention comme il l'avait toujours fait. Alors il attendit. Alice sortit quelques instants plus tard, portant une bassine d'eau. Elle s'arrêta net en le voyant. « Encore toi » dit-elle doucement. « Je ne resterai pas longtemps » répondit Nana. « J'ai besoin de poser une question. » La prise d'Alice se resserra sur la bassine. « Demande. » Nana hésita, puis parla. « Les filles ont-elles déjà été malades ?» Les yeux d'Alice se plissèrent légèrement. « Pourquoi ? » « S'il te plaît, dit Nana. Dis-le-moi simplement. » Alice expira lentement. Mariam tousse la nuit. Hila se fatigue facilement. Mais ce sont des enfants. Les enfants tombent malades. Un nœud se forma dans l'estomac de Nana. Les as-tu emmenés à la clinique? Quand je peux, répondit Alice. Les médicaments coûtent de l'argent. La réponse n'était pas accusatrice. Elle était factuelle. Et c'était ce qui rendait la chose pire. Je veux aider, dit Nana. Alice secoua immédiatement la tête. Non, juste pour leur santé, insista-t-il. Pas pour autre chose. Elle étudia son visage, cherchant la manipulation, l'orgueil ou le contrôle. Ce qu'elle y vit la fit hésiter.
Elles n'ont pas besoin de promesses, dit Alice. Elles ont besoin de stabilité. Je comprends, répondit Nana. C'est pour ça que je demande, je ne décide pas. Un long silence suivit. Finalement, Alice hocha une fois la tête. Il y a une clinique dans la ville voisine. Le médecin vient 2 fois par semaine. Je les y emmènerai, dit Nana rapidement. Alice se raidit. J'irai avec elle. Bien sûr, dit Nana. Ensemble. Cet après-midi-là, Nana rentra à la maison et trouva Vanessa qui l'attendait dans le salon. Sa posture était raide, son expression dure. Tu as disparu, dit-elle. Je suis allée voir Alice, répondit Nana honnêtement. Vanessa se leva. Alors c'est vrai, dit-elle froidement. Tu l'as choisi. Je n'ai choisi personne, répondit Nana. J'ai choisi la responsabilité. Vanessa rit amèrement. Tu crois que la responsabilité, c'est m'humilier devant les villageois, laisser des enfants me manquer de respect. Ils ne te manquaient pas de respect, dit Nana. Ils défendaient leur mère. Et moi alors? Exigea Vanessa. Et notre avenir? Nana la regarda longuement. Notre avenir ne peut pas être bâti sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Les yeux de Vanessa lancèrent des éclairs. Tu fais une erreur. Peut-être, dit Nana. Mais c'est la mienne. Elle le fixa, stupéfaite. Puis son visage se durcit. Si tu continues sur cette voie, dit-elle, n'attends pas que je te suive. Nana hocha lentement la tête. Je ne te le demanderai pas. Vanessa attrapa son sac et sortit sans un mot de plus. Le lendemain matin, Nana conduisit Alice, Hila et Mariam à la clinique. Les filles étaient silencieuses à l'arrière, les yeux grands ouverts devant ces paysages inconnus. Alice était assise à côté de Nana à l'avant, les mains étroitement croisées sur ses genoux. « Êtes-vous déjà monté dans une voiture comme celle-ci » demanda Nana doucement en regardant les filles dans le rétroviseur. Hila secoua la tête. Mariam sourit timidement. À leur arrivée, la clinique était bondée. Nana attendit patiemment, résistant à l'envie d'user de son influence pour passer devant tout le monde. Ce n'était pas un lieu pour le pouvoir. C'était un lieu pour l'humilité. Lorsque le docteur Samuel OSU les appela enfin, Nana sentit son cœur battre à tout rompre. L'examen fut approfondi. Trop approfondi. Le docteur fronça les sourcils en examinant les résultats. Ces filles sont sous-alimentées, dit-il avec précaution. Et il y a des signes d'anémie. Rien d'ingérable, mais cela aurait dû être pris en charge plus tôt. Les épaules d'Alice s'affaissèrent. J'ai fait ce que j'ai pu, murmura-t-elle. Je le sais, répondit le médecin avec bienveillance. Le docteur se tourna vers Nana. Êtes-vous le père? La question pesa lourdement dans la pièce. Alice se figea. Nana n'hésita pas. Je crois que oui. Le médecin hocha lentement la tête. Je recommanderais un bilan complet, y compris des tests génétiques. Certaines maladies, surtout chez des jumelles, sont héréditaires. Le pouls de Nana résonnait dans ses oreilles. Faites-le, dit-il. Quoi qu'il en coûte. Alice le regarda vivement. Tu ne m'as pas demandé. Nana soutint son regard. Je te le demande maintenant. Elle l'observa un instant, puis hocha une fois la tête. D'accord. Pendant que les examens étaient organisés, Nana sortit de la clinique, les jambes tremblantes. Le poids de l'attente pesait sur lui plus lourdement que n'importe quel risque financier qu'il avait jamais affronté. À l'intérieur, Alice était assise avec ses filles, leur tenant la main. « Maman, » murmura Mariam, « est-ce que cet homme est notre père ?» Le souffle d'Alice se coupa. Elle regarda sa fille, si innocente, si confiante, et sentit la douleur familière lui serrer la poitrine. « Je ne sais pas encore, » dit-elle doucement. « Mais quoi qu'il arrive, vous êtes aimés. » À l'extérieur, Nana faisait les 100 pas dans la cour poussiéreuse, le soleil frappant sur lui. Pour la première fois de sa vie, Nana aimant ne négociait ni le pouvoir, ni l'argent, ni l'influence. Il attendait la vérité. L'attente semblait interminable. Nana aimant était assis sur un banc en bois devant la clinique, les coudes appuyés sur les genoux, les doigts si étroitement entrelacés que ses jointures lui faisaient mal. Le soleil montait dans le ciel, dissipant la brume matinale, mais la lourdeur dans sa poitrine ne s'allégeait pas. Il avait bâti des entreprises dans l'incertitude. Il avait signé des contrats en sachant qu'une seule clause mal formulée pouvait coûter des millions. Pourtant,
Rien de tout cela ne se comparait à cet instant. Attendre de savoir si la vie de deux petites filles était à jamais liée à la sienne. À l'intérieur, Alice restait assise calmement avec Hila et Mariam. Elle les entourait de ses bras, sentant leur chaleur, s'ancrant dans le présent. Elle refusait d'imaginer des issues. L'espoir l'avait déjà trahi. Un bruit familier de pas approcha. Nana leva les yeux et vit Mame Afua s'avancer lentement vers lui, sa canne s'enfonçant dans la terre avec un rythme régulier. Elle s'assit avec précaution sur le banc à côté de lui, laissant entre eux une distance respectueuse. On dirait un homme qui porte une maison entière sur son dos, dit-elle. Nana esquissa un sourire fatigué qui n'atteignit pas ses yeux. Je le mérite. Mame Afua étudia son visage, puis hocha légèrement la tête. Peut-être, dit-elle. Mais le poids que tu portes maintenant n'est pas seulement une punition, c'est une responsabilité. Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant les sons de la clinique. Le murmure étouffé des voix, les pleurs d'un bébé, le frottement des pas. Puis Mame Afua parla enfin. Il y a des choses que tu dois savoir. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Nana avala sa salive. Je t'écoute. Elle tourna son regard vers la porte de la clinique. Quand tu as quitté ce village, tu n'as pas seulement laissé Alice derrière toi, tu as laissé la vérité. Il ferma brièvement les yeux. Je croyais qu'elle m'avait trahi. Oui, dit Mame Afua. Parce que tu étais destiné à le croire. Nana fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Il y avait des gens qui te craignaient, poursuivit-elle calmement. Ton ambition, ton intelligence, ton refus d'accepter la place qu'on voulait imposer. Quand les rumeurs ont commencé, elles ont été nourries, arrosées, encouragées à grandir. Le cœur de Nana se mit à battre plus fort. Qui? Mame Afua secoua la tête. Les noms ne guériront pas ce qui a déjà saigné. Mais sache ceci, Alice ne t'a jamais trahi. Ni dans son corps, ni dans son âme. Les mots le frappèrent comme une vague. Elle a essayé de te suivre le jour où tu es parti, continua Mame Afua. Elle était déjà malade, faible. Mais elle est allée jusqu'à la gare avec le peu d'argent qu'elle avait, espérant te parler une dernière fois. Le souffle de Nana se coupa douloureusement. Je ne l'ai jamais vue, parce qu'elle s'est effondrée avant de t'atteindre, dit Mame Afua. Et quand elle s'est rétablie, tu étais déjà parti. Nana baissa la tête, ses épaules tremblant une fois avant qu'il ne puisse se maîtriser. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que tu n'as pas demandé, répondit doucement Mame Afua. Et parce que l'orgueil est parfois plus bruyant que la vérité. Il s'essuya le visage avec le dos de la main, honteux des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Elle a porté mes enfants toute seule. Oui, dit Mame Afua. Elle a travaillé. Elle a mendié quand il le fallait. Elle a enduré les murmures et les jugements, mais elle n'a jamais prononcé ton nom avec amertume. Nana releva brusquement la tête. Jamais. Jamais, répéta la vieille femme. Elle disait aux filles que leur père était un homme bon qui s'était égaré. À ce moment-là, la porte de la clinique s'ouvrit et le docteur Samuel Osu sortit, balayant la cour du regard. Lorsqu'il aperçut Nana, son expression devint grave. Monsieur aimant, appela-t-il. Nana se leva aussitôt, les jambes instables. Alice apparut derrière le médecin, le visage pâle, les yeux cherchant Nana. Hila et Mariam la suivirent, accrochée à sa robe. Les résultats préliminaires sont là, dit le docteur Osu. Nous aurons besoin d'une confirmation finale, mais sur la base des marqueurs génétiques et de la compatibilité sanguine, il y a une probabilité extrêmement élevée que vous soyez le père. Le monde bascula. Nana ressentit les mots plus qu'il ne les entendit. Il se laissa retomber sur le banc, la poitrine soulevée, l'esprit déchiré entre soulagement et dévastation. Alice ferma brièvement les yeux, comme pour se préparer à un vent qu'elle sentait venir depuis longtemps. Hila regarda sa mère puis Nana. Ça veut dire? Commença-t-elle. Alice s'agenouilla devant ses filles. Ça veut dire que nous apprenons la vérité, dit-elle doucement. Rien ne change aujourd'hui. Mais tout avait déjà changé. Nana se releva et s'avança vers Alice à pas lents et prudents. Il s'arrêta à quelques pas, comme s'il craignait de franchir une ligne invisible. Je ne savais pas, dit-il d'une voix rauque. Mais je ne me servirai plus jamais de ça comme excuse. Alice le regarda droit dans les yeux. Savoir maintenant n'efface pas les années, répondit-elle,
ni les nuits où elle pleurait de faim, ni les matins où je priais juste pour survivre. Je sais, dit Nana. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça. Elle étudia son visage, cherchant l'arrogance, le contrôle ou la pitié. Ce qu'elle y vit la troubla, un regret à nu. Je ne te demande pas de me pardonner, ajouta Nana rapidement. Je te demande de me laisser faire mieux. Mariam s'avança timidement et leva les yeux vers lui. Si tu es notre père, demanda-t-elle doucement, est-ce que tu vas partir aussi? La question le transperça plus profondément que n'importe quelle accusation. Nana posa un genou à terre devant elle, à hauteur de ses yeux. Non, dit-il fermement. Je ne partirai pas. Alice inspira brusquement. Hila l'observa attentivement. Tu promets? Je promets, répondit Nana. Et je le prouverai par mes actes, pas par mes mots. Un silence lourd, incertain, s'installa. Mama Fua se leva lentement, tapotant le sol avec sa canne. Les promesses sont des graines, dit-elle. Leur croissance dépend de la façon dont on en prend soin. Nana hocha la tête. J'en prendrai soin. Alors qu'il se préparait à quitter la clinique, la voix de Vanessa fendit soudain l'air. Alors, c'est vrai. Tout le monde se retourna. Vanessa se tenait un peu à l'écart, les bras croisés fermement, le visage pâle de fureur et d'incrédulité. Elle avait clairement entendu suffisamment. Tu as des enfants, dit-elle à Nana. Et tu ne me l'as pas dit. Nana se redressa. Je ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. Vanessa ricana. Et tu restes là comme si c'était un miracle. Ce n'est pas un miracle, répondit Nana. C'est une responsabilité que j'ai fui. Vanessa rit amèrement. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Nana la regarda longuement, puis prononça enfin les mots qui l'évitaient. Il n'y a plus de nous. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Tu l'as choisi, elle. Je choisis mes enfants, dit Nana calmement. Et la vérité. Vanessa fixa Alice, puis les filles, son visage se tordant de colère et d'orgueil blessé. Sans un mot de plus, elle se détourna et s'éloigna. La poussière retomba lentement après son départ. Alice expira en tremblant. Ce n'est que le début, dit-elle. Nana hocha la tête. Je sais. Et pour la première fois, il ne recula pas devant le poids de ce qui l'attendait. La pluie tomba cette nuit-là sans prévenir. De grosses gouttes martelaient le toit en tôle de la maison d'Alice, transformant la terre à l'extérieur en une boue épaisse. Le tonnerre roulait dans le ciel, assez fort pour faire trembler les murs. À l'intérieur de la petite pièce, Alice était allongée, éveillée, écoutant la tempête et la respiration de Mariam à ses côtés. Quelque chose n'allait pas. La poitrine de Mariam se soulevait trop vite. Chaque souffle était pénible, superficiel, comme si l'air lui-même était devenu lourd dans ses poumons. Alice se redressa aussitôt et posa une main sur le front de sa fille. Brûlante, beaucoup trop chaude. Mariam, murmura-t-elle en la secouant doucement. Réveille-toi, mon amour. Mariam remua, ses paupières battant faiblement. Maman, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Le cœur d'Alice se serra. Hila se réveilla aussitôt, se redressant d'un bond. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle, la peur aiguisant sa voix. Mariam brûle, dit Alice en attrapant déjà son vieux châle. Mets tes sandales. Dehors, la pluie était impitoyable. L'eau ruisselait sur le sentier étroit tandis qu'Alice soulevait Mariam dans ses bras. L'enfant était effrayamment légère, son petit corps mou contre la poitrine de sa mère. Il la suivait de près, les yeux grands ouverts mais déterminés. Elle ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Elle continua simplement d'avancer. Lorsqu'elles atteignirent la route principale, Alice était trempée jusqu'aux os, les bras tremblants de froid et de panique. La nuit était vide. Pas de moto. Pas de voiture de passage. Mon Dieu, s'il te plaît, murmura Alice. Pas comme ça. Soudain, des phares percèrent la pluie. Un SUV noir ralentit brusquement, ses pneus éclaboussant l'eau sur la route. Nana aimant descendit avant même que la voiture ne s'arrête complètement. Alice, cria-t-il par-dessus la pluie. Que s'est-il passé? Elle est malade, cria Alice, la voix brisée pour la première fois depuis des années. Je crois qu'elle n'arrive plus à respirer. Un seul regard au visage de Mariam suffit. Nana ne posa aucune question.
Il retira sa veste, l'enveloppa autour de l'enfant et les fit monter dans la voiture. À l'hôpital, ordonna-t-il sèchement au chauffeur. Maintenant. Il la monta à côté de sa mère, serrant la main de Mariam. Alice serrait sa fille contre elle, se balançant doucement, murmurant des prières entre des sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir. Nana était assise à l'avant, les poings si serrés que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Ce n'était plus une question de passé. C'était le présent. À l'hôpital, les infirmières emmenèrent Mariam en courant dès leur arrivée. Alice tenta de les suivre, mais ses jambes cédèrent et Nana la rattrapa juste à temps. « Elle ira bien, dit-il, même s'il n'en savait rien. Elle doit aller bien. » Les heures passèrent comme des années. Ila resta assise en silence sur une chaise en plastique, les pieds pendant dans le vide. Nana s'accroupit devant elle. « Tu es très courageuse, dit-il doucement. Ila hocha la tête sans lever les yeux. « Maman a besoin que je le sois. » Nana avala difficilement sa salive. Le docteur Samuel OSU sortit juste avant l'aube, l'expression grave mais maîtrisée. « Elle a une pneumonie sévère, dit-il. Si vous étiez arrivé plus tard. » Il ne termina pas sa phrase. Alice joignit les mains, tremblante. « Peut-on la soigner ?» « Oui, » répondit le médecin. « Mais elle aura besoin de médicaments, de surveillance et de repos. D'une bonne alimentation aussi. » Nana hocha aussitôt la tête. « Faites tout ce qu'il faut. Tout. » Le docteur OSU le regarda attentivement. « Elle sera hospitalisée. » Alors que Mariam était conduite vers une petite salle, Alice la suivit, refusant de quitter son côté. Nana se tenait dans l'embrasure de la porte, observant Alice lisser les cheveux de Miam et lui murmurer des paroles apaisantes. Sa force semblait lui revenir maintenant que l'action avait remplacé la peur. Ila grimpa sur le lit et se blottit contre sa sœur, lui tenant la main. La poitrine de Nana se serra douloureusement. C'était cela qu'il avait manqué. Pas les étapes importantes, pas les anniversaires. Des moments comme celui-ci, bruts, terrifiants, réels. Plus tard dans la matinée, Nana s'assit avec le docteur OSU dans son bureau. « Il y a autre chose, » dit le médecin avec précaution. « Étant donné l'état de Mariam et les symptômes de fatigue d'Ila, j'aimerais effectuer des examens supplémentaires. » Nana acquiesça. « Faites-les. Ces troubles peuvent être aggravés par le stress et une privation prolongée, poursuivit le docteur OSU. Mais ils peuvent aussi révéler des problèmes sous-jacents qui peuvent être héréditaires. » Le mot résonna dans l'esprit de Nana. Héréditaire. Il se pencha lentement en arrière. « Que voulez-vous dire ? » « Je dis, » répondit le médecin, « que ces enfants ont survécu avec très peu pendant très longtemps. Leur corps est fort, mais ils sont arrivés à un point de rupture. » Nana ferma brièvement les yeux. Il pensa au bois de chauffage, aux pieds nus, à la façon dont Ila ne se plaignait jamais. « Je les ai abandonnés, » murmura-t-il. Le docteur OSU le fixa attentivement. « Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous ferez ensuite. » Quand Nana retourna dans la salle, il trouva Alice assise droite, les yeux rouges mais vigilants. Elle leva les yeux vers lui. « Elle est stable ?» dit Nana doucement. Alice hocha la tête. « Merci pour la nuit dernière. » Il secoua la tête. « Tu ne me dois pas de remerciements. » Elle l'observa un instant. « Tu n'étais pas obligé de venir. »« Je sais, » répondit Nana. « C'est pour ça que je l'ai fait. » Le silence s'installa entre eux, lourd, mais différent maintenant, moins hostile, plus prudent. Ila leva les yeux. « On rentre à la maison aujourd'hui ?» Alice hésita. Nana répondit doucement. « Pas aujourd'hui. Mariam doit d'abord aller mieux. » Ila hocha lentement la tête, puis le regarda. « Tu vas encore partir ?» La question faisait toujours mal, mais Nana y répondit sans hésiter. « Non. Je suis là. » Alice l'observa attentivement. Elle avait appris à ne pas faire confiance aux mots, mais quelque chose dans son ton calme, stable, sans effort la fit hésiter. Plus tard dans l'après-midi, Nana sortit de l'hôpital et passa plusieurs appels. Il parla à des médecins, à des fournisseurs, à des personnes qui lui devaient des faveurs. Le soir venu, les choses étaient en marche. Un meilleur hôpital, un plan nutritionnel, des discussions pour l'inscription scolaire, un endroit plus sûr où Alice et les filles pourraient rester pendant que Mariam se rétablissait. Quand Nana revint dans la salle, Alice remarqua immédiatement le changement. « Tu planifies ?» dit-elle. « Oui, » répondit Nana. « Mais je ne forcerai rien.
Tu décides. Elle regarda ses filles. Miam dormait paisiblement, il la veillait sur elle comme une minuscule gardienne. Qu'elle guérisse, dit Alice. C'est tout ce qui compte pour moi en ce moment. Nana acquiesça. C'est suffisant. À la tombée de la nuit, Nana resta assis devant la salle, refusant de partir. Les infirmières entraient et sortaient. Les lumières vacillaient. Quelque part dans le couloir, un autre enfant pleurait. Pour la première fois depuis son retour au village, Nana Agouan sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Non pas la fierté, ni le pouvoir, mais un but. Et il comprit avec une clarté douloureuse que, quel qu'en soit le prix, il ne laisserait plus jamais la vie de sa fille tenir à un fil. L'état de Mariam se stabilisa après 3 jours, mais l'hôpital devint un monde d'attente. La pluie s'arrêta, pourtant les nuages restaient lourds et gris, comme si le ciel lui-même refusait d'avancer trop vite. Nana Agiman dormait chaque nuit sur une chaise devant la salle, le dos raide, l'esprit agité. Il refusa de retourner en ville. Les appels de son bureau restaient sans réponse ou étaient réglés par de brèves instructions. Pour la première fois depuis des années, l'empire de Nana fonctionnait sans lui au centre. À l'intérieur, Alice veillait sur Mariam avec un dévouement infatigable. Elle mesurait les respirations. Elle comptait les battements de cœur. Elle murmurait des histoires de filles fortes qui survivaient aux tempêtes et apprenaient à rire de nouveau. Ila quittait rarement le chevet de sa sœur, sa petite main cherchant toujours les doigts de Mariam, comme si, au moment où elle lâcherait, le monde pouvait la lui arracher. Le 4e matin, le docteur Samuel Ozu demanda à voir Nana en privé. Ils se tinrent dans le couloir étroit devant le laboratoire, où l'odeur du désinfectant se mêlait à celle de la terre humide portée par une fenêtre ouverte. Les résultats finaux sont prêts, dit le médecin. La poitrine de Nana se serra. Dites-moi. Le docteur Ozu ne chercha pas à adoucir ses mots. Le test ADN le confirme. Ila et Mariam sont vos filles. Les mots tombèrent doucement, sans tonnerre ni cérémonie, mais ils ébranlèrent Nana jusqu'au plus profond de lui-même. Longtemps, il ne dit rien. Son esprit rejoua des années de moments manqués. Les premiers pas qu'il n'avait jamais vus, les premiers mots qu'il n'avait jamais entendus, les nuits de faim qu'il n'avait jamais connues. Tout s'abattit sur lui d'un coup. Je comprends, dit enfin Nana. Il y a autre chose, ajouta prudemment le docteur Osu. La pneumonie de Mariam a révélé une faiblesse sous-jacente de ses poumons. Cela peut être pris en charge, mais elle aura besoin de soins constants, de contrôles réguliers, d'un environnement stable. Nana acquiesça aussitôt. Elle aura tout cela. Le médecin le regarda attentivement. Les enfants n'ont pas seulement besoin d'argent, monsieur aimant. Ils ont besoin de présence. Nana soutint son regard. Je le sais. Quand Nana retourna dans la salle, Alice se tenait près de la fenêtre, regardant la cour en contrebas. Ila était assise sur le lit à côté de Mariam, tressant les cheveux de sa sœur avec des gestes soigneux. C'est confirmé, dit Nana doucement. Alice se tourna lentement. Son visage changea peu, mais ses yeux brillèrent. Alors c'est vrai. Oui. Elle inspira profondément, puis expira. Je l'ai toujours su, avoua-t-elle. Mais savoir et l'entendre dit à voix haute, ce n'est pas la même chose. Nana s'approcha. Je veux faire les choses correctement. Alice ne répondit pas tout de suite. Elle retourna vers le lit et lissa la couverture de Mariam. Faire les choses correctement, dit-elle doucement, c'est comprendre que tu ne peux pas réécrire le passé simplement parce que tu es prêt maintenant. Je sais, répondit Nana. Je ne veux pas effacer ce qui s'est passé. Je veux assumer ce qui vient ensuite. Ila leva les yeux. Ça veut dire que tu es vraiment notre père? Nana s'agenouilla devant elle. Oui. Ila étudia son visage avec le sérieux que seuls les enfants possèdent. Alors pourquoi es-tu parti? La question frappa plus fort que n'importe quel reproche d'Alice. Nana avala sa salive. Parce que j'avais peur, dit-il honnêtement. Et parce que j'ai cru à un mensonge plutôt qu'aux personnes que j'aimais. Ila hocha lentement la tête, comme si elle rangeait la réponse quelque part en elle. Tu as peur maintenant? Nana secoua la tête. Non. Bien, dit simplement Ila. Parce que nous, on a déjà assez peur parfois. Alice ferma brièvement les yeux. Cet après-midi-là, Nana organisa le transfert d'Alice et des filles vers un meilleur établissement dans la capitale régionale, une fois que Mariam serait assez forte. Il ne donna pas d'ordre, il demanda. Alice hésita. Ça fait trop, dit-elle.
Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Tu ne me dois rien, répondit Nana. C'est moi qui te dois tout. Elle le regarda attentivement. Si je dis non, je respecterai ta décision, dit-il. Et je trouverai une autre manière d'aider sans toucher à ta dignité. Ce mot, dignité, fit hésiter Alice. Elle avait appris à la protéger farouchement. La pauvreté lui avait appris cela. J'y réfléchirai, dit-elle enfin. À l'extérieur de la salle, Nana trouva Vanessa qui l'attendait. Elle se tenait raide, les bras croisés, les yeux rouges de manque de sommeil ou de colère. Peut-être les deux. Alors c'est ça, dit-elle. Tu as décidé. Nana ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Oui. Tu jettes tout à la poubelle, lança Vanessa. Nos fiançailles, nos projets. Nos projets étaient bâtis sur l'ignorance, répondit calmement Nana. Je ne construirai pas un avenir là-dessus. Elle rit amèrement. Alors tu vas jouer au père maintenant, après toutes ces années. Je serai un père, dit Nana. Pas une mise en scène. Une responsabilité. La voix de Vanessa s'abaissa. Et moi? Le regard de Nana s'adoucit, mais sa détermination ne faiblit pas. Tu mérites quelqu'un qui puisse tout te donner sans hésiter. Cette personne, ce n'est pas moi. Elle le fixa, sa fierté se fissurant. Tu le regretteras. Peut-être, dit Nana. Mais je regretterai encore plus de partir. Vanessa se détourna et s'en alla sans un mot. Ce soir-là, Nana s'assit avec Alice devant la salle, alors que le soleil disparaissait à l'horizon. L'air se rafraîchissait, portant l'odeur de la terre humide et des feux de cuisine lointains. Je ne sais pas comment te faire confiance, dit doucement Alice. Je ne m'y attends pas, répondit Nana. La confiance ne se demande pas. Elle se gagne. Elle le regarda. Alors gagne-la. Je le ferai, dit-il. À l'intérieur, Mariam remua et ouvrit les yeux. Maman, murmura-t-elle. Alice se précipita auprès d'elle. Je suis là. Miam esquissa un faible sourire. Son regard glissa vers Nana. Tu restes? Nana s'approcha. Oui, dit-il. Je reste. Miam referma les yeux, rassurée. Lorsque la nuit s'installa, Nana demeura assis près du lit, écoutant le rythme lent de la respiration de sa fille. Il ressentait à la fois la peur, le regret et l'espoir des émotions qu'il avait longtemps enfouies sous l'ambition. Pour la première fois, Nana Amen comprit que la richesse ne pouvait pas réparer l'absence. Seule la présence le pouvait. Les jours qui suivirent furent plus lourds encore que la tempête qui avait failli emporter la vie de Miam. Elle se rétablissait lentement. La fièvre tomba. Sa respiration se stabilisa et la couleur revint sur ses joues. Mais Alice ne se détendit pas un seul instant. Elle dormait légèrement sur la chaise près du lit, se réveillant au moindre bruit, au moindre changement dans la respiration de sa fille. Hila restait proche, lisant à sa sœur d'une voix douce, son petit doigt suivant les mots comme pour ancrer Miam au monde. Nana resta là lui aussi sans s'imposer, sans commander, simplement présent. Il apportait de la nourriture quand Alice oubliait de manger. Il portait de l'eau sans qu'on le lui demande. Lorsque les infirmières parlaient trop vite ou avec impatience, il écoutait attentivement, posait des questions, puis expliquait tout à Alice avec des mots simples, s'assurant qu'elle se sente incluse, non dirigée. Malgré cela, Alice gardait une distance prudente. Elle lui parlait quand c'était nécessaire. Elle le remerciait quand il le fallait, mais ses yeux ne s'adoucissaient jamais complètement. Des années de survie lui avaient appris que la gentillesse pouvait disparaître sans prévenir. Le 5e soir, Nana demanda s'il pouvait parler. Pas ici, dit Alice doucement en jetant un regard vers Mariam, endormie à l'intérieur. Ils marchèrent jusqu'à la petite cour derrière l'hôpital. L'air était frais. Le ciel se striait d'orange et de violet tandis que le soleil déclinait. Nana attendit qu'Alice s'assoie sur le banc avant de parler. « Je te dois des excuses, dit-il. » Alice ne répondit pas. Nana inspira profondément. Pas le genre d'excuse que l'on présente pour se sentir mieux soi-même. Le genre qui accepte les conséquences. Elle croisa légèrement les bras, se préparant. « J'ai eu tort, dit Nana. J'ai cru des mensonges parce qu'ils protégeaient mon orgueil. Je t'ai abandonné quand tu étais vulnérable. Je t'ai laissé tout porter seul. » Sa voix trembla légèrement, mais il continua. « Je sais que dire je ne savais pas ne change pas les nuits où tu avais faim, ni les jours où tu travaillais jusqu'à l'épuisement,
ni la peur que tu as ressentie en mettant nos filles au monde sans soutien. La mâchoire d'Alice se crispa. Je t'ai privé de ton choix, poursuivit Nana. Et je leur ai volé un père. Le silence s'étira entre eux. Puis Alice parla. Tu n'es pas seulement parti, dit-elle doucement. Tu m'as effacé. Les mots pesèrent plus lourds que n'importe quelle accusation. Je me tenais devant toi, continua-t-elle, la voix ferme mais tremblante sous la surface. Je t'ai supplié d'écouter. Tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de croire que je n'étais rien. Nana baissa la tête. Je sais. Non, le corrigea Alice avec douceur. Tu ne sais pas. Savoir, ce n'est pas se souvenir de ce que ça fait d'avoir faim en étant enceinte, ou d'entendre ses enfants pleurer sans rien avoir à leur donner à part des mots. Ses yeux brillèrent, mais aucune larme ne tomba. J'ai appris à survivre sans toi, poursuivit-elle. J'ai enterré la part de moi qui espérait que tu reviennes, parce que l'espoir était dangereux. Nana avala difficilement sa salive. Je ne te demande pas de la déterrer, dit-il. Je te demande de me laisser me tenir à tes côtés maintenant. Alice le regarda longuement. Pourquoi? La question le prit de court. Pourquoi maintenant? Insista-t-elle. Parce que tu nous as vus porter du bois. Parce que les gens regardaient. Ou parce que la culpabilité t'a enfin rattrapé. Nana soutint son regard. Parce que ma fille a failli mourir, dit-il doucement. Et parce que j'ai enfin vu la vérité que je fuyais. Elle scruta son visage, pesant ses paroles face à ses actes. Et si je dis non? Demanda Alice. Si je décide que nous n'avons pas besoin de toi? Nana n'hésita pas. Alors je respecterai ta décision. Je continuerai à les soutenir. Je resterai responsable, mais je ne forcerai pas ma place dans ta vie. Alice l'observa attentivement. Des hommes comme toi n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. J'apprends, répondit Nana. Un long silence suivit. Puis Alice se leva. Elle ne se détourna pas. Au contraire, elle lui fit face. Tu peux aider, dit-elle. Mais selon mes conditions. Nana hocha aussitôt la tête. Dis-moi. Pas de décision soudaine, dit Alice. Pas de choix fait au-dessus de nos têtes. Pas de promesse que tu ne peux pas tenir. D'accord, dit Nana. Et tu n'as pas le droit de jouer au héros, ajouta-t-elle fermement. Ces filles n'ont pas besoin d'être sauvées. Elles ont besoin de stabilité. Une douleur aiguë serra la poitrine de Nana. Tu as raison. Alice hésita, puis continua. Elles n'entreront pas dans ton monde du jour au lendemain. Ni la ville, ni les caméras, ni le confort. Je ne les presserai pas, dit Nana. Et tu n'achèteras pas leur amour, conclut Alice. Elles décideront elles-mêmes qui tu es pour elles. Nana se redressa. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Alice le fixa une dernière fois. Puis, lentement, elle se rassit. Je ne te pardonne pas, dit-elle. Nana acquiesça. Je comprends. Mais, ajouta-t-elle, je ne t'empêcherai pas d'essayer. Le mot essayer résonna plus fort que le pardon n'aurait jamais pu le faire. Plus tard dans la nuit, Nana retourna dans la salle et trouva Hila assise, éveillée, près du lit de Miam. Tu devrais dormir, dit-il doucement. Hila haussa les épaules. Je réfléchissais. À quoi? Elle le regarda. À toi. Nana esquissa un faible sourire. Ça a l'air dangereux. Hila ne sourit pas. Maman dit que tu essaies de faire mieux. Oui, dit Nana. J'essaie. Hila étudia son visage. Essayer, ce n'est pas la même chose que rester. La poitrine de Nana se serra. Tu as raison. Alors, tu vas rester? Demanda-t-elle. Nana s'assit sur le bord du lit. Tant que tu me laisseras. Hila y réfléchit sérieusement. Si tu mens, dit-elle. Nana hocha la tête. Je sais. Elle tendit la main et posa sa petite paume sur la sienne. Alors ne mens pas. Ce n'était pas le pardon, mais c'était quelque chose qui s'en approchait, la confiance. Quand Alice revint et les vit ainsi Hila à moitié endormie, Nana assit calmement près du lit, quelque chose bougea en elle. Pas encore de l'espoir, non. Mais une fissure. Et à travers cette fissure, quelque chose de fragile et d'inconnu commença à respirer. Vanessa revint 3 jours plus tard. Elle arriva sans prévenir, sa voiture s'arrêtant brusquement devant l'hôpital alors que la chaleur de l'après-midi commençait à retomber. Sa seule apparence attirait l'attention. Talons claquants sur le sol, lunettes de soleil, posture raide, chargée d'une colère contenue.
Elle n'était pas venue pour se réconcilier. Elle était venue pour affronter. Nana était à l'extérieur de la salle quand il la vit. Pendant une brève seconde, il envisagea de s'éloigner. Mais fuir lui avait déjà trop coûté. « Vanessa » dit-il calmement. Elle retira lentement ses lunettes. Ses yeux étaient durs, cerclés de fatigue et de colère. « Alors c'est là que tu te cachais » répondit-elle. « À jouer à la famille. » Nana ne réagit pas à l'insulte. Miam se remet encore. Vanessa ricana. Touchant. Alice entendit les voix depuis l'intérieur. Ses épaules se tendirent. Elle se leva silencieusement et sortit juste au moment où Vanessa se tournait vers elle. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. « Alors, tu montres enfin ton visage » dit Vanessa froidement. « Tu profites de l'attention » Le regard d'Alice resta calme. « C'est un hôpital » répondit-elle. « Si tu es ici pour te battre, fais-le ailleurs. » Vanessa éclata d'un rire sec, sans humour. « Tu crois vraiment avoir le droit de me parler ?» Avant qu'Alice ne puisse répondre, Nana s'interposa. « Ça suffit » dit-il fermement. « Ça s'arrête maintenant. » Les yeux de Vanessa lancèrent des éclairs. « S'arrête ? Tu n'as pas le droit de décider ça tout seul. »« Si » répondit Nana. « Parce que cela concerne mes enfants. » Le mot tomba comme une gifle. Vanessa le fixa. « Tes enfants » répéta-t-elle. « Alors c'est ça. Des années de projets, de présentations, de promesses, et tu jettes tout pour ça. Pour la vérité, dit Nana. Et pour la responsabilité. » Le masque de Vanessa se fissura. « La responsabilité » cracha-t-elle. « Tu ne savais même pas qu'ils existaient. »« C'était mon échec » répondit Nana. « Et je ne le répéterai pas. » Vanessa tourna son regard vers Alice, son expression se tordant. « Tu as tout planifié » l'accusa-t-elle. « Tu as attendu qu'il réussisse. Qu'il soit visible. » Alice inspira lentement pour se maîtriser. « Je n'ai rien attendu » dit-elle. « J'ai survécu. » Vanessa s'approcha. « Tu crois que jouer la pauvre victime te rend noble ?» La voix d'Hila trancha la tension. « Arrête de parler comme ça à ma maman. » Tout le monde se figea. Hila se tenait dans l'embrasure de la porte, son petit corps raide, les yeux en feu d'un courage bien plus vieux que son âge. Miam était derrière elle, agrippée au chambranle, pâle et lucide. Alice se précipita. « Hila. »« Ça va, maman » dit Hila sans se retourner. « Elle est méchante. » Vanessa fixa l'enfant, incrédule. « C'est incroyable » marmonna-t-elle. « Vous laissez même des enfants m'insulter maintenant ? Ils disent la vérité » répondit Nana doucement. Vanessa éclata de rire à nouveau, mais cette fois une panique sous-jacente se lisait dans son rire. « Tu crois que ça va bien se terminer » demanda-t-elle. « Tu crois qu'en les faisant entrer dans ton monde, tu ne vas pas tout détruire de ce que tu as construit ?» L'expression de Nana se durcit. « Si mon monde ne peut pas survivre à la vérité, alors il mérite de tomber. » Cela la fit taire. Pendant un instant, le couloir résonna de pas lointains et de voix étouffées. Vanessa regarda autour d'elle, consciente que des gens les observaient. Elle redressa les épaules. « Très bien, » dit-elle froidement. « Choisis-les. »« Je le fais, » répondit Nana. Le regard de Vanessa se posa une dernière fois sur Alice. « Profitant, » dit-elle doucement. « Mais n'oublie pas, les hommes comme lui ne changent pas. Ils changent juste de costume. » Sur ces mots, elle se détourna et s'éloigna, ses talons claquant vivement dans le couloir jusqu'à ce que le bruit disparaisse. Le silence qu'elle laissait derrière elle semblait différent, plus léger, mais fragile. Alice expira faiblement. Ses genoux tremblaient, mais elle resta debout. « Je ne voulais pas qu'il voie ça » murmura-t-elle en jetant un regard à ses filles. Nana s'agenouilla devant Hila et Mariam. « Vous avez été très courageuses, dit-il. Mais la prochaine fois, laissez les adultes s'en occuper. » Hila leva le menton. « Les adultes ne protègent pas toujours ceux qu'ils sont censés protéger. » Ces mots frappèrent profondément. Nana hocha la tête. « Tu as raison, » dit-il. « Et je suis désolé. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que l'hôpital retrouvait son calme, Nana rassembla Alice et les filles dans le petit salon des visiteurs. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-il. Alice se raidit légèrement. « Quoi donc ? » « J'ai rompu les fiançailles, » dit Nana simplement. « Complètement. » Alice l'observa, cherchant la moindre hésitation. « Pourquoi me le dis-tu ?
Parce que ça te concerne, répondit Nana. Et parce que je ne veux plus de secrets entre nous. Alice hocha lentement la tête. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Je sais, dit Nana. Je l'ai fait parce que je ne construirai pas d'avenir sur le déni. Hila regarda alternativement les deux adultes. Ça veut dire qu'elle ne criera plus? Oui, sourit légèrement Nana. Miam s'avança vers lui. Tu restes toujours? Oui, dit Nana doucement. Je reste. Cette nuit-là, Nana fit un autre choix, plus discret, mais tout aussi important. Il refusa un appel urgent du conseil d'administration. Pour la première fois, les affaires pouvaient attendre. Alice l'observa depuis l'autre côté de la pièce, remarquant sa manière de bouger différemment maintenant, moins pressée, moins sur la défensive. Elle ne confondait pas changement et rédemption, mais elle ne pouvait nier l'effort. Plus tard, quand les filles dormaient, Alice et Nana se tenaient près de la fenêtre donnant sur la cour faiblement éclairée. Ça ne sera pas facile, dit Alice. Je sais, répondit Nana. Il y aura des ragots, continua-t-elle. Des jugements. Les gens diront que je t'ai piégé. Je m'en fiche, dit Nana. Elle se tourna vers lui. Tu devrais t'en soucier. Non, répéta-t-il. Ce qui compte, c'est ce que mes filles apprennent en me regardant maintenant. Alice détourna le regard, la gorge serrée. Elles ont déjà trop appris. Alors laisse-moi leur apprendre quelque chose de mieux, dit doucement Nana. Elle ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Dehors, la nuit s'installa doucement sur l'hôpital, emportant les échos de la confrontation. Le masque était tombé. Les choix avaient été faits, et pour la première fois depuis le retour de Nana agiment au village, il n'y avait plus personne à blâmer que lui-même. Le changement n'arriva ni avec des applaudissements ni avec des miracles soudains. Il arriva silencieusement, déguisé en routine. Après la sortie de Mariam, Nana ne fit pas emménager Alice et les filles dans un hôtel ou un manoir, malgré les nombreuses suggestions du personnel bien intentionné et des parents éloignés. À la place, il loua une maison modeste près de la clinique. Propre, sûre, assez proche pour les visites régulières, assez éloignée du village pour laisser à Alice un peu d'espace. C'est temporaire, dit Nana en tendant les clés à Alice sans cérémonie. Seulement jusqu'à ce que Mariam soit plus forte. Alice les accepta lentement. Temporaire, répéta-t-elle. Ça compte, hocha Nana. Tout compte. Le premier matin dans ce nouvel endroit était étrange. Il y avait de l'électricité qui ne vacillait pas. De l'eau courante. Des lits qui ne craquaient pas sous le poids de la fatigue. Alice se déplaçait avec précaution dans les pièces, touchant les murs, ouvrant les placards, se reliant à la réalité. Hila et Mariam exploraient calmement, leur excitation contenue, comme si trop de joie pouvait tout casser. « Maman » murmura Mariam en regardant la petite cuisine. « On peut utiliser ça ?»« Oui, mon amour, nous pouvons » répondit Alice avec un sourire triste. Nana les observait depuis l'embrasure de la porte, résistant à l'envie d'instruire, d'organiser ou de contrôler. Il avait appris lentement que l'aide ne signifiait pas prendre le contrôle. Il se présentait chaque matin, non avec de grands gestes, mais avec régularité. Il conduisait les filles au rendez-vous de suivi. Il attendait dans les files. Il écoutait les infirmières expliquer des choses qu'Alice savait déjà et acquiesçait quand elle les corrigeait. Quand Hila avait du mal à lire, il s'asseyait à côté d'elle et suivait son rythme. Quand Mariam se fatiguait facilement, il apprenait à se reposer avec elle au lieu de la pousser. Alice remarquait tout. Comment Nana demandait avant d'agir, comment il n'entrait jamais dans la maison sans la saluer, comment il ne haussait pas la voix même lorsque les appels stressants de la ville s'accumulaient. Un soir, tandis que les filles coloriaient tranquillement à la table, Alice exprima enfin ce qui pesait sur elle. « Tu changes ta vie » dit-elle. Nana leva les yeux. « Oui, pour nous » ajouta-t-elle. « Pour elle » répondit doucement Nana. « Et pour moi » ajouta-t-elle en croisant les mains. « Je ne veux pas que tu nous en veuilles plus tard. »« Je ne le ferai pas » dit Nana sans hésitation. « Tu ne le sais pas » répondit Alice. « Le sacrifice semble noble jusqu'à ce qu'il devienne lourd. » Nana réfléchit attentivement à ces mots. « Alors j'apprendrai à le porter, dit-il, pas comme un fardeau, mais comme une responsabilité. » Alice le regarda longuement. « La responsabilité ne se prouve pas en quelques semaines. »« Je sais, » dit Nana. « C'est pour ça que je suis là pour le long chemin. » Le long chemin le mit rapidement à l'épreuve. En ville,
Les actionnaires commençaient à murmurer. Des réunions furent reportées. Une affaire échappa. Les conseillers questionnèrent son absence. Nana écouta, pesa les conséquences et délégua quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment fait auparavant. Pour la première fois, il faisait confiance aux autres pour gérer ce qu'il contrôlait seul. Un après-midi, Nana retourna à la maison et trouva Alice assise par terre avec les filles, triant les formulaires scolaires. « L'école » demanda-t-il. Alice leva les yeux. « J'ai trouvé une école publique à proximité. Ce n'est pas parfait, mais c'est honnête. » Nana hocha la tête. « J'irai avec toi demain. »« Je m'en occuperai, » dit Alice en secouant la tête. Il fit une pause. « Très bien. » Cette réponse, « très bien », signifiait plus qu'elle ne l'aurait cru. Lors de l'inscription, Alice se tenait seule, répondant aux questions, signant les formulaires, s'affirmant. Nana attendait dehors, marchant légèrement, luttant contre l'instinct d'intervenir. Lorsqu'Alice sortit, papier en main, elle semblait fatiguée mais satisfaite. « C'est fait, » dit-elle. Nana sourit. « Je suis fière de toi. » Elle hésita. « Je ne l'ai pas fait pour toi. »« Je sais, » répondit-il. « C'est pour ça que je le pense vraiment. » La fille commença l'école la semaine suivante. Ila s'adapta rapidement, sa curiosité illuminant la classe. Mariam eut d'abord du mal, se fatiguant avant midi, mais ses enseignants ajustèrent doucement le rythme, permettant le repos sans honte. Chaque après-midi, Nana attendait devant le portail, non dans une voiture de luxe, mais à pied. Il voulait être visible de la manière la plus simple. Les enfants chuchotaient, les parents regardaient, certains curieux, d'autres jugeants. Alice ressentait le poids des regards, les questions derrière les sourires polis. C'est leur père? Pourquoi maintenant? Que veut-il? Elle les ignora. Un soir, après que les filles se furent endormies, Alice trouva Nana assise seule sur le petit porche, fixant l'obscurité. Tu as l'air épuisé, dit-elle. Je le suis, admit Nana. Mais pas dans un mauvais sens, ajouta-t-elle, s'asseyant près de lui, à une distance prudente. Tu n'as pas besoin de faire ça tous les jours. Je veux le faire, répondit-il. Le silence s'installa entre eux. Puis Alice parla doucement. J'ai besoin de poser une question difficile. Nana se tourna vers elle. Demande. Si le monde se retourne contre nous, dit-elle, si ta réputation souffre, si les gens remettent tes décisions en question, resterais-tu quand même? Nana ne répondit pas immédiatement. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, dit-il lentement. Ni que je ne ferai pas d'erreur, mais je peux promettre que je ne disparaîtrai plus jamais. Alice ferma les yeux un instant. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Les jours devinrent des semaines. Miam se renforça. Ila rit plus librement. Alice dormit plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des années, même si certaines nuits, d'anciennes peurs revenaient. Et Nana apprit la patience. Il apprit à attendre sans contrôler les résultats, à s'excuser sans se défendre, à écouter sans préparer sa réponse. Un après-midi, alors que les filles jouaient dans la cour, Alice observa Nana aider Mariam à nouer ses lacets. Pas trop serré, dit Mariam sérieusement. Nana sourit. Compris. Alice sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas le pardon, pas encore. Mais la confiance, fine, fragile, et en croissance. Elle sortit. Le dîner est presque prêt. Nana leva les yeux. Tu veux de l'aide? Oui, dit-elle. Il la suivit dans la cuisine, retroussant ses manches sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas un moment grandiose. Pas de déclaration, pas de promesse, juste deux personnes apprenant à exister à nouveau dans le même espace, avec prudence, honnêteté, sans prétendre que le passé n'avait jamais existé. Et pour la première fois depuis que Nana aimant était revenue sur la route du village, l'avenir ne semblait pas une menace. Il ressemblait à du travail, un travail significatif, difficile, nécessaire. La première fois qu'Ila l'appela « Papa », Nana ne répondit pas. Pas parce qu'il ne l'avait pas entendu, mais parce qu'il avait peur que, s'il bougeait, parlait, ou respirait trop fort, le moment disparaisse. Ils étaient sur le petit terrain de jeu près de l'école, le soleil de l'après-midi bas et chaud. Miam était assise sur un banc à côté d'Alice, sirotant de l'eau, ses jambes se balançant doucement. Nana se tenait à quelques pas, regardant Ila grimper sur l'échelle métallique avec détermination. « Papa » appela soudainement Ila, sa voix claire et naturelle. « Tu peux tenir ça ?» Elle tendit la main vers lui,
lui offrant un petit bouchon en plastique qu'elle avait trouvé par terre, fière comme s'il s'agissait d'un trésor. La poitrine de Nana se serra, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Hila fronça les sourcils. « Tu m'as entendu ?» Alice leva vivement les yeux. Nana avala sa salive, puis fit un pas en avant lentement. « Oui, » dit-il, la voix stable malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Je t'ai entendu. » Il prit doucement le bouchon de sa main. Hila sourit, satisfaite, et retourna à son escalade. Alice l'observa attentivement, le cœur battant. Elle savait que ce jour viendrait, mais savoir ne rendait pas la chose plus facile. Cette nuit-là, après que les filles furent endormies, Alice et Nana s'assirent aux extrémités opposées du petit salon. La télévision ronronnait doucement en arrière-plan, oubliée. « Elle t'a appelé papa ?» dit Alice enfin. Nana hocha la tête. « Je ne l'ai pas encouragée. »« Je sais » répondit Alice. Le silence s'étira entre eux, lourd de sens. « Je ne veux pas qu'elle se sente confuse » continua Alice. « Ou sous pression. »« Moi non plus » dit Nana. « Si ça arrive, ça doit arriver parce qu'elle se sent en sécurité. » Alice observa son visage. « Vraiment ?» Nana croisa son regard. « Chaque jour. »« Alors nous y allons pas à pas. » Les semaines suivantes mirent cette promesse à l'épreuve. Miam eut un contretemps, une nuit de toux qui fit remonter la peur d'Alice. Nana les conduisit à la clinique sans hésitation, resta toute la nuit et posa des questions jusqu'à l'aube. Lorsque le médecin leur assura que ce n'était que temporaire, Alice se permit enfin de pleurer doucement dans le couloir, le visage tourné. Nana ne tenta pas d'arrêter ses larmes. Il resta simplement à ses côtés, présent. À l'école, Hila fit face aux moqueries des autres enfants. « Ton père vient d'arriver » dit un garçon cruellement. Où était-il avant? Hila rentra chez elle, en colère et confuse, claquant son sac d'école au sol. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit quoi dire ?» demanda-t-elle. Alice s'agenouilla devant elle. « Tu ne dois rien à personne, » dit-elle fermement. Nana se baissa à leur côté. « Mais si tu veux une explication, » ajouta-t-il doucement, « tu peux dire que j'ai fait des erreurs et que je les corrige. » Hila l'étudia. « Est-ce vrai? » « Oui, » répondit Nana. « Chaque jour. » Hila hocha lentement la tête. « Alors je dirai ça. » Alice ressentit une tension dans sa poitrine. Pas de douleur cette fois, mais quelque chose de plus proche du soulagement. Au fil des semaines et des mois, des routines se mirent en place. Nana adapta définitivement son emploi du temps. Il refusa les voyages internationaux. Il déplaça les réunions en ligne. Certains investisseurs se plaignirent, d'autres menacèrent. Nana écouta, puis fit son choix. Lorsqu'un cadre lui demanda si sa situation personnelle influençait son jugement, Nana répondit calmement. Elle l'améliore. À la maison, Alice laissa peu à peu plus de place à Nana. Elle le laissa assister aux réunions scolaires. Elle accepta son aide pour les devoirs. Elle lui fit même confiance pour rester seule avec les filles pendant qu'elle allait au marché, chose qu'elle n'avait faite avec personne depuis des années. Un soir, Alice rentra et trouva Mariam endormie sur la poitrine de Nana, sa petite main enroulée dans son t-shirt. Hila était allongée à côté, lisant tranquillement. Pendant un moment, Alice resta simplement à les observer. Nana leva les yeux, surpris. Elle s'est endormie, chuchota-t-il. Alice hocha la tête. Elle fait ça, dit-elle. Il sourit légèrement. Je sais. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Alice resta dans l'embrasure de la porte. Elle s'attache, murmura-t-elle. Je ne disparaîtrai pas, répondit Nana. Alice hésita. Je ne parle pas seulement d'elle. Le cœur de Nana fit un bond. Elle traversa la pièce et s'assit au bord du canapé. Je ne fais pas facilement confiance, dit-elle. Et je ne prétendrai pas que je n'ai pas peur. Je ne te demanderai pas de prétendre, dit Nana doucement. Elle le regarda pleinement. Alors si ça doit marcher, ça doit être honnête. Ça le sera, dit Nana. Même quand c'est inconfortable. Alice hocha la tête. Surtout alors. Le lendemain, Nana invita Mahmehua à rendre visite. L'ancienne femme arriva lentement, sa canne tapant le sol, observant la maison, les dessins des enfants sur les murs, l'odeur de nourriture dans l'air. « Tu as changé ?» dit-elle à Nana. « Oui » répondit-il. Elle se tourna vers Alice. « Et toi ?» Alice sourit légèrement, encore en train d'apprendre.
Mamehua hocha la tête avec approbation. Bien. Elle observa Nana aider Mariam avec ses chaussures, écouter Hila lire à voix haute, et parla enfin. Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait, dit-elle à Nana. Mais tu peux décider ce dont elles se souviendront ensuite. Je comprends, dit Nana. Mamehua se tourna vers Alice. Et tu ne peux pas protéger ton cœur pour toujours, ajouta-t-elle doucement. Mais tu peux choisir qui est autorisé à essayer. Alice croisa son regard. Je choisis avec soin. Un dimanche après-midi tranquille, Nana lavait la vaisselle dans la cuisine pendant qu'Alice préparait le dîner. Sans lever les yeux, elle dit. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je veux le faire, répondit Nana. Elle sourit légèrement. Tu dis toujours ça maintenant. C'est vrai, dit-il. Elle fit une pause, puis demanda doucement. Regrettes-tu parfois d'être revenu? Nana ferma le robinet et la regarda. Chaque jour, dit-il. Honnêtement, je regrette de ne pas être revenu plus tôt. Alice l'étudia, puis hocha la tête. C'est la bonne réponse. Ce soir-là, les quatre étaient réunis autour de la table. Repas simple, rire partagé. Aucune tension. Hila leva sa tasse. À la famille, déclara-t-elle. Miam gloussa. À papa, ajouta-t-elle timidement. Nana se figea à nouveau, mais cette fois, il sourit. Alice l'observa attentivement, puis leva elle aussi sa tasse. À l'effort, dit-elle. Les verres s'entrechoquèrent doucement. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était quelque chose de plus dur, quelque chose de mérité. Le dernier fagot de bois qu'Alice transporta ne fut pas le plus lourd. Il fut simplement le plus symbolique. C'était un matin calme, le ciel clair, l'air embaumant la terre fraîche après une pluie légère. Alice était retournée au village avec les filles pour rendre visite à Mamafua, en partie par respect, en partie parce qu'une partie d'elle devait encore affronter l'endroit où elle avait été brisée, sans peur. Nana était venue aussi, conduisant lentement, pas en cortège, pas avec des gardes du corps, juste quatre dans une voiture. Il avait appris que l'humilité n'avait pas besoin de témoins. À leur arrivée, Mamefua était assise devant sa maison, triant des feuilles séchées pour la soupe. Elle leva les yeux et sourit de tout son visage en voyant les enfants courir vers elle. Miam se jeta sur ses genoux. Hila la suivit, l'enlaçant doucement, comme consciente de l'âge de la vieille femme. Les yeux de Mamefua s'adoucirent en regardant Alice. « Tu es revenue ?» Alice hocha la tête. « Je voulais qu'elle voie d'où nous venons. »« Et toi, Mamefua ?» demanda Nana. « Je suis venue me souvenir, » répondit Nana. « Pour ne jamais répéter ma folie. » L'ancienne femme gronda avec approbation. « Bien. » Dans le village, la nouvelle se répandit rapidement. Les gens remarquèrent Nana. Certains l'accueillirent avec un respect prudent. D'autres observaient de loin, chuchotant sur l'argent, la honte et la femme qui portait autrefois du bois arrivant maintenant en voiture. Alice sentit les regards, mais elle garda la tête haute. Elle avait survécu à leur ragot auparavant. Elle ne se laisserait pas posséder par eux maintenant. Plus tard dans l'après-midi, alors que les filles jouaient à proximité, Alice s'avança derrière la maison de Mamefua pour ramasser quelques branches sèches pour le feu du soir, par habitude plus que par nécessité. Nana la suivit sans parler. Quand Alice leva un petit fagot, Nana tendit doucement la main. « Non, » dit Alice instinctivement, serrant sa prise. « Je ne le prends pas parce que tu es faible, » répondit Nana doucement. « Je le prends parce que tu n'aurais pas dû le porter seul toutes ces années. » Alice le regarda, la gorge se nouant. Pendant un instant, elle voulut argumenter, vouloir défendre la force qu'elle avait construite à travers la souffrance. Mais elle réalisa quelque chose. Laisser Nana l'aider n'effaçait pas sa force. Cela la respectait. Lentement, Alice relâcha le fagot. Nana le porta vers la cour. Ses épaules se redressèrent, ses pas étaient assurés. Les villageois le virent. Les murmures reprirent. Mais cette fois, les murmures n'avaient plus d'importance. Lorsqu'il revint, Hila leva les yeux. « Maman ne porte plus de bois, » déclara-t-elle fièrement. Miam applaudit. « Plus jamais. » Alice rit doucement, surprise par ce son, léger, libre, inhabituel. Nana sourit aussi, et pendant un instant, le monde sembla simple. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher, Nana demanda à Mamefua un moment en privé. Ils s'assirent sous un arbre, près du bord de la propriété,
là où les derniers rayons de soleil filtraient à travers les feuilles. Je veux faire quelque chose, dit Nana. Mame Afua haussa un sourcil. Si c'est un autre geste grandiose, garde-le pour toi. Nana sourit légèrement. Pas grandiose, juste approprié. Il prit une inspiration. Je veux construire une clinique ici, pas un bâtiment tapax en graveleuil, quelque chose de fonctionnel, et un fonds de bourse pour les enfants du village, surtout les filles. Mame Afua l'observa longuement. Pourquoi? Le regard de Nana se tourna vers Alice et les filles dans la cour. Parce que j'ai appris trop tard le prix de la survie, dit-il, et parce que je ne veux pas qu'un autre enfant porte des fardeaux que les adultes devraient porter. La vieille femme hocha lentement la tête. Ce n'est pas de la charité, dit-elle. C'est un remboursement. Oui, répondit Nana. Et cela ne remplacera pas ce que j'ai pris à Alice, mais cela honorera ce qu'elle a enduré. L'expression de Mame Afua s'adoucit. Alors fais-le discrètement, dit-elle. Et fais-le avec constance. Je le ferai, promit Nana. Cette nuit-là, dans la maison modeste près de la clinique, la famille se déplaçait avec un rythme familier. Alice cuisinait pendant que Nana aidait Mariam à faire un exercice de respiration que le docteur Ouzu leur avait enseigné. Il lisait à voix haute à la table, sa voix confiante maintenant, ses mots coulant sans peur. Quand le dîner fut prêt, Alice appela. À table. Ils s'assirent tous les quatre. Pendant un instant, personne ne parla. Nana regarda les filles, saines, riant, se disputant doucement pour savoir qui aurait le dernier morceau de plantain. Il regarda Alice, fatiguée, oui, mais plus vide. Il y avait de la chaleur dans ses yeux maintenant, même si elle restait derrière la prudence. Il se racla la gorge. Alice, dit-il doucement. Elle leva les yeux. Les mains de Nana tremblaient légèrement, non par peur du rejet, mais sous le poids du sens. Je ne peux pas effacer les années, dit-il, et je ne t'insulterai pas en te demandant de les oublier. Mais je veux te demander quelque chose. Quelque chose qui ne concerne pas le passé, mais ce que nous allons construire ensuite. Le cœur d'Alice se mit à battre. Hila et Mariam levèrent aussi les yeux, soudain alertes. Nana continua, sa voix stable. Me permettras-tu d'être ton partenaire? Pas ton sauveur, pas ton patron, pas ton excuse, mais ton partenaire pour les élever, pour t'honorer, pour construire un foyer qui soit sûr. Alice le regarda longuement. Puis elle parla lentement. Partenaire signifie que tu ne peux pas diriger seul, dit-elle. Je n'en ai pas l'intention, répondit Nana. Cela signifie que je parlerai, dit Alice. Je dirai non quand quelque chose ne va pas. J'en ai besoin, dit Nana. Cela signifie que les filles passent en premier, ajouta Alice. Elles passeront toujours en premier, répondit Nana. Les yeux d'Alice s'embuèrent. Elle inspira profondément, puis expira. Oui, dit-elle doucement. Je te le permettrai. Hila poussa un cri de joie. Maman a dit oui. Miam applaudit. Papa reste pour toujours. Nana rit, un son plein et spontané, et prit les deux filles dans ses bras. Alice les observa, le cœur serré, non pas de douleur cette fois, mais de ce sentiment étrange et écrasant de quelque chose qui renaît en elle. Plus tard dans la nuit, après que les filles furent endormies, Nana et Alice se tinrent dehors sous les étoiles. J'ai encore peur, admit Alice. Nana hocha la tête. Moi aussi. Alice le regarda. Alors nous aurons peur ensemble. Nana tendit la main, avec précaution, lui laissant la possibilité de se retirer. Elle ne le fit pas. Leurs doigts s'entrelacèrent, pas comme dans un conte de fées, pas comme une fin parfaite, mais comme deux personnes choisissant de faire le dur travail de l'amour les yeux ouverts. Au loin, le village reposait tranquillement. Et quelque part dans ce silence, l'ancienne vie qui tournait autour du bois et de la faim relâcha enfin son emprise. Parce que parfois, le plus grand miracle n'est pas la richesse soudaine. C'est un homme qui revient, non seulement avec de l'argent, mais avec des responsabilités. Dans la vie, toutes les erreurs ne naissent pas de la cruauté. Certaines viennent de la peur, de l'orgueil et du refus d'écouter. L'histoire de Nana nous rappelle que le succès sans responsabilité est vide, et que l'amour sans responsabilité est fragile. La richesse peut construire des maisons, mais elle ne peut pas reconstruire la confiance. Seule la présence peut le faire. Alice nous enseigne une autre vérité, la force n'est pas bruyante. Elle est endurance silencieuse. Elle consiste à choisir la dignité quand l'amertume serait plus facile.
Elle consiste à protéger ses enfants même lorsque son propre cœur se brise. Elle n'a pas attendu d'être sauvée. Elle a survécu. Elle a élevé. Elle a aimé. Et lorsque l'occasion de guérir est venue, elle ne l'a pas précipité. Elle a choisi avec soin, sagesse et courage. Cette histoire ne parle pas d'un milliardaire revenu avec de l'argent. Elle parle d'un homme revenu avec humilité. Elle parle d'enfants qui ont appris aux adultes ce qu'est le courage. Et elle parle du pouvoir de faire face au passé, non pour l'effacer, mais pour assumer ce qui vient ensuite. Parfois, la vie ne nous donne pas de seconde chance pour réparer nos erreurs. Mais quand elle le fait, elle exige quelque chose de bien plus grand que le regret. Elle exige constance, patience et action. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour réfléchir. À quoi ressemblerait la responsabilité dans votre propre vie? Et si quelqu'un revenait changer, lui permettriez-vous d'essayer? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, des histoires de croissance, de pardon et de véritables changements humains, abonnez-vous à la chaîne.